ça les gens me voient bien. Et ben, je vous remercie en tout cas de cet accueil et puis je suis content de participer à cet atelier. En plus de ça, aujourd'hui, on a une journée un peu spécifique puisqu'on a le non-farm payroll, donc le chiffre de l'emploi américain à 14h30. Et on a des marchés qui ne bougent pas beaucoup, qui bougent bizarrement parce qu'il y a pas mal d'algo depuis quelques jours. Donc, entre ça et 13 et 14 décembre, donc la semaine prochaine, mercredi et jeudi, les réunions de Banque centrale, on devrait retrouver quelque chose d'un petit peu plus sympa. Je vais vous présenter et vous parler un petit peu du carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, je vous ai mis à l'écran en fait une photo d'une salle de marché qui est OSTC Trading. Alors, OSTC Trading, ils ont 17 bureaux dans le monde, 450 traders. Ils font entre 5 et 10% de certains marchés obligataires. Donc, ils font pas mal de ce qu'on appelle market making, c'est-à-dire qu'ils vont se proposer à la fois à l'achat et à la vente. Donc, c'est un métier spécifique. Dans la finance, il y a plein de métiers différents. C'est pour ça que nous, on va vous montrer une façon d'intervenir, mais encore une fois, il y a plein de façons différentes d'intervenir. Et donc, chacun doit trouver un petit peu ce qui l'intéresse, quoi. Donc, vous voyez que sur leurs écrans, en fait, ils ont énormément de carnets d'ordre. Donc, voilà, en salle de marché, moi, j'ai passé une dizaine d'années en salle de marché, dans une banque rouge et noire, enfin une filiale. Et elle était pas loin. Et en fait, voilà, sur les écrans, en fait, ils ont des carnets d'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un carnet d'ordre? C'est pour ça que on va revenir un petit peu sur la base du fonctionnement du marché pour vous expliquer un petit peu déjà comment ça fonctionne. Et c'est important pour nous, une fois que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, de pouvoir jouer avec. Et quand je dis jouer avec, ça veut dire arriver et intervenir directement sur le marché. Alors, est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, comme ça, non, comme ça, non, comme ça, non. Ah non. Ah voilà, c'est juste un clic à faire, c'est parfait. Ah oui, c'est ça. Après, j'ai peur des slides d'après. Donc, en fait, on a fait une petite adaptation parce qu'il n'y avait pas le bon logiciel et j'ai pas PowerPoint sur cet ordinateur. Donc, j'ai pris LibreOffice et je pense qu'il y a peut-être des slides qui sont un peu tronqués. On va voir. Donc, qui sommes-nous en fait? Ça fait, moi, j'ai commencé en 2000. Comme ça, c'est facile à calculer. En juillet 2000. Et donc, ça fait 23 ans que je suis sur les marchés. J'ai fait une dizaine d'années en salle de marché. Et puis après ça, pas mal d'autres choses autour. Sachant que notre façon de travailler, d'intervenir, c'est du très court terme. On cherche de la volatilité. Donc, en fait, on va travailler pendant 1 heure par jour à l'heure de l'ouverture du marché américain. Depuis le Covid, les marchés ont perdu beaucoup de liquidités. C'est vrai qu'avant, l'Eurostoxx avait 2000, 2500 lots par ligne. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 800. Donc, il y a un peu moins de volatilité, un petit peu moins je ne sais pas s'il y a moins d'acteurs, mais en tout cas, on trouve beaucoup de facilité là-dedans. On considère aussi chez nous que c'est mieux de travailler 1 heure bien concentré, bien à fond, que de rester 8 heures sur un écran où on peut faire des trades d'ennui, des choses comme ça. Après, ça dépend de votre stratégie, encore une fois. Mais c'est notre façon de travailler. C'est comme ça qu'on travaille en salle, bien qu'on restait très longtemps sur les écrans. Mais aujourd'hui, quand on n'est plus en salle et qu'on est à notre propre compte, eh bien, on a décidé de faire ça. J'interviens avec 2 autres personnes. Donc, on est 3 formateurs. Ce sont 2 anciens élèves à moi que je connais depuis 4-5 ans, qui s'en sortent très bien aujourd'hui et depuis longtemps. Et ce que j'aime chez eux, c'est la régularité, la rigueur. Et donc, la régularité, la rigueur, ce n'est pas des choses très difficiles à voir, c'est juste de s'astreindre à respecter quelques règles. La règle de gestion des risques. Alors, on dit souvent la règle de gestion des risques. Pour moi, c'est aussi la règle de gestion des gains. Parce que gérer les risques, c'est souvent mettre un stop. Mais ce n'est pas que mettre un stop, c'est aussi le déplacer, parce qu'à chaque fois qu'on prend un stop, on prend une perte. Et souvent, en essayant de protéger son portefeuille, à quel moment je vais remonter mon stop, à quel moment j'ai déplacé tout ça. Donc, c'est une gestion un petit peu plus globale. Et puis, on va travailler aussi avec les gens. Donc, c'est vrai que nous, on a 2 éléments qui sont importants pour nous. La première, c'est la transparence. Donc, avec les gens qui sont sur WH Self Invest, on fait tous les mercredis. On en est au 4e ou 5e. 4e ou 5e mercredi. Voilà, je fais un live de trading, c'est-à-dire que je vais prendre d'un autre trader et on va traiter ensemble. On a eu sur 5 séances, on a eu 3 séances gagnantes, une séance perdante. Et hier, on a fait une séance quasi flat parce qu'en fait, il y a des commissions qu'il faut rajouter, mais voilà, on était en positif. Et donc, ce qui était intéressant et important pour nous, c'est de vous montrer déjà, puisque en 10 ans de salle de marché, je vous garantis que personne ne gagne tous les jours, même les professionnels. Donc, de vous montrer comment on perd, si on perd, de quelle façon on va remonter cette partie-là, et puis de quelle façon on va gérer nos gains, puisqu'on va devoir donc gérer nos risques. Donc, on travaille de cette façon-là sur la transparence. On a d'autres choses, je ne sais pas si je peux en parler, mais on fait des YouTube. Ouais, bien voilà. Donc, on a une chaîne YouTube, puisque les 2 éléments qui étaient intéressants pour nous, c'est la transparence. Donc, tous les jours à 15h30, on fait un live de trading, de 15h30 à 16h30 sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est Trading Institute, vous verrez, vous nous connaîtrez, vous verrez.
Et c'est totalement gratuit. Et l'avantage, c'est qu'on montre nos écrans pendant 1 heure et on va prendre entre 6 et 8 opérations, peut-être une dizaine, ça sera le maximum. On est 2 à intervenir là-dessus. Et le deuxième élément qui était important pour nous, c'est d'accompagner les gens dans leur parcours, puisque dans le trading, il y a la gestion des risques, la gestion des gains, mais il y a aussi la gestion des émotions. Il y a aussi la programmation, je dirais la programmation du cerveau, c'est-à-dire qu'on a des émotions puisqu'on est humain. Pourquoi est-ce que je vais être stressé quand je vais rentrer sur le marché? Comment est-ce que je vais pouvoir me défaire d'une émotion qui est comment dire, quand on est énervé un petit peu parce qu'on voulait prendre une position, on ne l'a pas eu. Donc, frustré, voilà, je cherchais la frustration. Je te remercie, Raphaël. Donc, comment est-ce qu'on se sépare de cette frustration? Eh ben, c'est comme n'importe quel sportif ou n'importe quelle personne, c'est la répétition qui va nous permettre justement d'avoir des habitudes. La première fois que vous avez conduit votre voiture sur la route, c'était le stress, parce qu'il y a du monde dans tous les sens, il faut faire le clignotant, le rétroviseur, on ne sait même pas où on va. Donc, au fur et à mesure des habitudes, eh ben, ces choses-là, en fait, elles rentrent en nous et du coup, ça simplifie les choses. Donc, on fait beaucoup d'exercices pour gérer ça. Et puis, il y a des petites choses pour gérer les émotions. Je vous en donne une petite, si vous voulez, pour commencer, que j'applique toujours, que j'ai appris il y a 25 ans et qui marche très bien. Vous pensez à quelque chose qui est très agréable pour vous. Alors, ça peut être un moment de vacances, ça peut être une réunion avec des copains, ça peut être une image, et vous écoutez une musique ou vous regardez un élément. Et vous faites ça tous les soirs pendant 1 semaine. Et à la fin de la semaine, on arrête ça. Et dans 1 mois, vous mettez cette musique et vous allez me dire quelle est la sensation que vous avez. Et en général, en fait, cette musique va provoquer en vous un moment qui est agréable. Et donc, quand vous avez une frustration et que vous mettez cette musique, et ben en fait, vous allez vous détendre. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça de programmation de notre cerveau pour contrecarrer du stress, contrecarrer la frustration et des choses comme ça, qui font que dans notre trading, ça va devenir beaucoup plus automatisé, un peu moins humain, et surtout, ça ne va plus nous déranger, et on va pouvoir accompagner les éléments au fur et à mesure. Et comme on sait que ça prend du temps, chez nous, en fait, les gens qui rentrent en formation ne ressortent plus. C'est-à-dire que notre formation n'a pas de fin. Donc, on accompagne les gens jusqu'à leur objectif qui est en général la régularité. Et après ça, puisqu'ils sont réguliers, eh bien, ils restent dans notre communauté et ils entraident et ils s'entraident et ils aident les autres, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu qui sommes-nous, c'est pour décrire un petit peu comment on fonctionne. Alors, quelques chiffres, c'est ce qui me faisait peur. Voilà, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas sur ce logiciel. Alors, peut-être cette image. Donc, quelques chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. Comment je peux retrouver alors, premier chiffre en fait qui était intéressant en fait dont je voulais vous parler, c'est que nous on travaille sur le marché américain. La capitalisation américaine, c'est un peu plus de la moitié de la capitalisation mondiale. On a sur le marché américain 150 milliards de dollars qui sont traités tous les jours. Mais les 500 plus grosses sociétés de gestion ont 150 000 milliards. Ça veut dire que peu importe les milliards, d'un côté on a 150 et de l'autre on a 150 000. Donc, ce que je vous disais au début, c'est que sur ce marché de la finance, il y a plein de façons d'intervenir différentes. Et pour ces grosses sociétés de gestion qui sont obligées de passer par un… Donc, c'est là où on va venir sur peut-être le graphique, où là, pour le coup, on a des… Voilà. Qui sont obligées de venir sur un marché donc, qui est réglementé, puisqu'on travaille sur une bourse. Elles sont obligées de passer par un courtier, et ben elles vont demander à un intermédiaire d'exécuter les opérations pour elles. Alors, pourquoi un courtier? Parce qu'un courtier, en fait, doit vérifier sur votre compte si vous avez assez d'argent quand vous allez acheter une marchandise. Ou si vous avez bien récupéré votre argent quand vous avez vendu votre marchandise. Puisque la bourse, ça ne reste qu'une négociation. On négocie j'allais dire du matériel, on négocie en fait des marchandises. L'avantage qu'on a, nous, c'est que notre marchandise elle ne se voit pas, elle ne s'abîme pas, elle ne se périme pas, puisque ça n'est rien d'autre qu'une ligne de code. Donc, on va travailler là-dessus. Et donc, ces intermédiaires donc courtiers sont obligés d'aller sur le marché pour travailler pour le compte de leurs clients. Mais ils sont basés, ils sont observés en fonction du cours moyen d'achat qu'ils vont avoir. Si vous demandez à une agence de vous acheter un appartement, et vous avez 2 agences, il y en a une qui va vous proposer un appartement et l'autre le même appartement, mais pas au même prix, parce qu'il y en a un qui négocie mieux que l'autre. Et bien dans la vie du marché réglementé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous êtes challengé. Ouais, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit, voilà, tu m'achètes 50 000 €, tu as jusqu'à midi. Alors pourquoi jusqu'à midi? Je vais vous expliquer comment fonctionne une société de gestion, parce que là, pour le coup, sur la présentation, ça ne fonctionne pas. Mais j'enverrai la présentation à Raphaël si vous voulez la récupérer par la suite. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des horaires? Une société de gestion, c'est une société qui va gérer l'argent qu'on va lui confier.
Donc, vous avez de l'assurance vie, par exemple, ou les entreprises ont de la trésorerie, etc., etc. Ça va faire un certain montant. Et donc, on va donner cet argent à gérer. Cet argent qui va être géré par cette société de gestion, donc qui a comme but de faire de la performance, elle va toucher des droits de gestion, des frais de gestion. Ces frais de gestion qui sont de l'ordre en général à peu près de 2% par an. Après ça, bon, il peut y avoir des clauses de performance, des choses comme ça, mais c'est 2% par an. Ces 2%, si vous retirez la TVA et si vous retirez quelques contrats d'apport d'affaires, si on part sur 1%, pour faire quelque chose de simple, bonjour. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans une petite société de gestion, puisque vous avez compris que la plus grosse société de gestion s'appelle BlackRock, elle a 9 000 milliards sous gestion. Donc, une petite société de gestion qui a 5 milliards, qui est sur les Champs-Élysées, donc une société française qui fonctionne plutôt bien. Eh bien, tous les ans, sur de ces 5 milliards, ils touchent 50 millions, puisqu'ils ont 1% de frais de gestion. Ils sont une dizaine ou une quinzaine, ils ont des très jolis locaux. Donc, quand vous êtes 15 personnes et que vous touchez 50 millions d'euros, il reste de la place pour donner un petit peu d'argent aux ceux qui travaillent bien. Ceux qui travaillent bien, c'est les gestionnaires. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu le même système que dans le football. Vous avez Neymar, vous avez Messi, on va les payer cher. Pourquoi? Parce que quand ils sont là, la performance est là, et du coup, la collecte arrive, etc., etc. Donc, on a un petit peu le même. C'est pour ça qu'on est, nous, pas toujours choqués quand on dit qu'il y a un transfert à 100 millions dans le football, c'est qu'en fait, il y a des transferts et des choses comme ça qui existent dans plein d'autres métiers. Donc, cette société de gestion, elle est là pour gagner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on va vous prendre 1%? Parce qu'elle va faire 10, 15, 20% par an. Voilà. Si elle ne fait pas de la performance chaque année, c'est que la collecte va s'en aller. Donc, elle est là pour faire de la performance. Cette performance, elle peut arriver par plusieurs niveaux. La majorité du temps, c'est parce qu'ils ont sélectionné des dossiers qui ont une bonne performance. Et il y a une toute petite partie qui est donnée par la performance du courtier. C'est-à-dire que si j'achète pour le compte d'un client, je dis n'importe quoi, l'action Apple à 350 $, en cours moyen, et qu'on avait demandé aussi à un de mes concurrents d'acheter l'action Apple et que lui, il l'a acheté à 349 ou 348, et bien cette différence de cours moyen d'achat entre mon concurrent et moi, le client va la voir. Et un client qui n'est pas chez moi, si j'achète à 350, j'ai mal acheté par rapport à celui qui a acheté à 348 au cours moyen. Donc, il y a toujours une guerre, en fait. Ce n'est pas une guerre, mais c'est une façon de négocier, d'essayer d'acheter sur le marché une marchandise au meilleur prix possible parce qu'on va être jugé sur la performance qu'on va avoir par notre client. C'est comme ça que fonctionne un courtier pour une société de gestion. Et une société de gestion, vous êtes obligé, donc vous devez savoir 2 fois par jour ce que vous avez en portefeuille. Donc, si mon client m'appelle à 8h50 et me dit Nicolas, tu m'achètes 50 000 €, tu as jusqu'à midi, c'est pas à midi parce qu'il part déjeuner, c'est à midi parce qu'il a son fichier. Dans son fichier, il a je ne sais pas combien d'actions totales, j'allais dire Elf, Total, comment s'appelle, Orange, etc., n'importe quelle NJ, n'importe quelle société. Et puis, on m'a demandé d'acheter 50 000 €. Donc, à combien est-ce qu'on a acheté ces 50 000 €? Donc, il doit savoir et mettre ce chiffre dans son tableau. C'est pour ça que souvent, si vous regardez un petit peu les marchés européens, vous avez une tendance qui est faite le matin, et puis à l'heure de déjeuner, en fait, elle s'essouffle ou elle change. C'est tout simplement parce que celui qui achetait sur le marché, qui est plus gros que les autres, a terminé ses achats parce qu'il doit donner son compte rendu à son client. Vous avez aussi souvent ça sur les marchés européens. Si vous avez remarqué, quand le marché européen ferme, les marchés américains changent de direction. Donc on se dit souvent, ouais, les Américains, ils font ça pour nous embêter, etc. Non, en fait, il y a 2 fois par jour, on doit savoir ce qu'on a en portefeuille. Donc, quelles sont les opérations qui ont été passées par les Américains et par les Européens sur ces marchés-là, et c'est comme ça, en fait, que ça va fonctionner. Donc, voilà quelques chiffres sur le fonctionnement d'une société de gestion. Alors, une société de gestion, c'est une société qui doit être investie au minimum à 75% de l'argent qu'on lui a confié. Pourquoi au minimum? On a appris au fur et à mesure des crises comment on devait gérer l'argent. En 1929, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vendu toutes les actions qu'ils avaient en portefeuille. Le marché s'est écroulé et les gens sont devenus pauvres. Et les sociétés ont fermé, puisque quand on a une action, même si la société génère du chiffre d'affaires, si elle vaut zéro, elle vaut zéro. Donc pour éviter ça, on a mis des gardes. On a mis des garde-fous, on a mis au fur et à mesure des barricades. C'est pour ça qu'on travaille par des courtiers, etc., etc. Et donc, un des éléments qui est tout simple, c'est d'obliger une société à maintenir au minimum 75% d'investissement sur le marché. On peut aller jusqu'à 98, 99. En général, elles peuvent aller jusqu'à 100, voire plus. Il y a certaines sociétés de gestion qui vont prendre un tout petit peu de levier. Il faut qu'elles y soient autorisées, mais en général, voilà, on va jusqu'à 98%. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a besoin de racheter ses parts, on va pouvoir le payer sans avoir à liquider des lignes.
Donc, une société de gestion, en fait, elle doit gérer cette partie-là, et puis elle doit gérer aussi le fait que si le marché baisse, bah, il faut liquider quand même 25% du portefeuille, hein, c'est pas rien. Hein. Sur 1 milliard, si vous balancez 250 millions, c'est beaucoup. Donc, 25% du portefeuille, vous allez jouer avec ça. Et ce qui va vous intéresser, en fait, c'est à la fois de pouvoir protéger votre portefeuille. Donc, si j'ai des actions Orange, ben, je ne vais pas les vendre parce que j'estime que la société va bien, qu'elle a un flux régulier. Mais bon, ce n'est pas le bon moment pour lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle des produits de couverture. Donc, je vais venir, on va parler des futurs un petit peu après, puisque c'est ce qu'on va voir dans le carnet d'ordre. Je vais venir couvrir ma position, c'est-à-dire que comme je n'ai pas le droit de tout vendre, eh ben, je vais conserver mes actifs en portefeuille et je vais pouvoir prendre des positions. Bonjour. Mais vous êtes en... Alors vous êtes en avance. Installez-vous, installez-vous. Donc voilà, donc en fait une société de gestion, elle va garder ses actifs et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se couvrir sur le marché, c'est-à-dire prendre des produits qui vont jouer vers la baisse. Donc souvent vous connaissez par exemple le VIX, qui est l'indice entre guillemets de la peur, c'est un indice qui calcule en fait les positions vendeuses des grosses sociétés de gestion. C'est un petit peu ça le principe. Et donc en fait ces sociétés vont venir couvrir leur portefeuille, notamment par des futurs, mais par d'autres outils qu'on va voir juste après. Et donc pour finir avec ces sociétés de gestion, donc leur objectif, c'est d'avoir une performance annuelle. Alors, une petite astuce pour contrecarrer quelques arnaques, parce qu'on voit souvent, moi j'ai des gens qui m'appellent, je me suis fait arnaquer, etc. On m'avait promis 10% par mois. Quelqu'un qui fait de la gestion, qui gère quelque chose, ne vous donnera jamais des performances mensuelles. Il vous donnera une performance annualisée. Et ça, c'est juste un petit élément qui doit vous permettre de vous dire, attention, il y a peut-être une alerte. Si on me dit, tiens, le mois prochain, on va gagner tant, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est inscrit et vous commencez à parler de vos performances début d'année puisque vous calculez votre performance de l'année d'avant. Voilà. Donc, ces sociétés de gestion, elles doivent faire de la performance. Donc, cette performance, elles vont la trouver aussi dans la façon dont elles vont intervenir sur le marché, c'est-à-dire le cours moyen d'achat ou de vente des actifs qu'elles auront réussi à avoir. Donc, on travaille, nous, sur un marché qui est réglementé, comme les WH Self-Invest. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu si les courtiers sont réglementés, vous pouvez aller voir sur le site du CME Group. Donc, CME Group, c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est la bourse américaine. Et vous tapez WH et vous trouverez notamment WH dessus. Il y a 350 ou 360 courtiers qui sont référencés. Et ça vous assure toutes les garanties qu'un courtier, c'est-à-dire si jamais le courtier ferme, vos comptes sont ségrégés. Et puis, il y a une garantie à hauteur de 100 000 $, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de chacun des comptes. Si la banque fait faillite, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est si la banque, parce que vous déposez votre compte pas chez le courtier, mais dans une banque, c'est la banque dépositaire où votre compte est ségrégé. Si le courtier fait faillite, votre argent ne bouge pas. C'est si la banque, donc pour que la banque fasse faillite maintenant, c'est plus difficile, puisque depuis 2007, comme je vous disais, on rajoute des barrières à chaque crise. Et donc, depuis 2007, enfin de la crise de subprime, maintenant on fait des stress tests, c'est-à-dire qu'on dit à une banque, il y a 20% de baisse d'activité, est-ce que vous survivez? Oui ou non? Et donc, en fonction du fait qu'elle survive ou pas, eh ben, elles doivent se recapitaliser. C'est ce qui s'est passé en 2009, 2010, 2011, où tout le monde a fait des augmentations de capital. Et on a eu pas mal de fusions dans les groupes bancaires, parce que justement, il fallait avoir des fonds propres un peu plus importants. Donc, on a gommé une partie de ça. On n'est jamais à l'abri, mais on rajoute un petit peu d'éléments. Et donc, voilà, un courtier réglementé, ça vous apporte quand même certaines garanties. Alors, on travaille sur un marché réglementé. Donc, la bourse, c'est un endroit où tout le monde va pour échanger une marchandise. Ce qui va nous intéresser, nous, là-dedans, alors je vais regarder si je passe. Super, ça fonctionne. Qu'est-ce qui va nous intéresser, en fait, dans les bourses? Déjà, c'est d'avoir des règles d'État, c'est-à-dire que, comme vous n'avez pas le droit de voler, vous n'avez pas le droit de faire plein de choses dans un pays. La bourse est une société privée, mais elle est régie par des règles d'État. Donc, ça nous assure beaucoup de choses. Et puis, ça nous assure aussi que si quelqu'un a envie de tricher, eh bien, la dernière fois qu'on a découvert qu'il y avait une entente entre plusieurs banques sur des taux, elles ont toutes eu entre 150 et 200 millions d'euros d'amende. C'est pas juste on se tape dessus, on prend quand même des amendes importantes. Donc, ça nous assure sur un marché réglementé que le marché fonctionne à peu près bien.
Je dis à peu près bien parce qu'il y a toujours un petit truc, mais plus on avance dans le temps et plus les choses sont quand même bien organisées. Aujourd'hui, moi j'ai commencé en 2000. En 2000, Internet, c'était pas aujourd'hui. On avait des lignes spécialisées, mais vous arriviez chez vous et si vous vous souvenez un peu, Internet, c'était ligne par ligne. On marchait sur des petits serveurs, etc. Donc aujourd'hui, tout est très surveillé. Et ce qui nous assure, nous, que tout fonctionne bien. Ce qui nous intéresse aussi, c'est deux choses. La première, c'est la transparence. Donc, vous allez voir que sur les carnets d'ordre, on va voir les entrées et les sorties de l'ensemble des opérateurs, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Ça reste anonyme. Alors, ça reste anonyme sur les futurs. Si vous allez sur les actions américaines, vous allez voir Deutsche Bank, Goldman Sachs, etc., qui vont se proposer. Mais sinon, ça reste anonyme. Mais on voit les volumes. C'est-à-dire que peu importe mon nom, si j'achète, je vois que j'arrive avec un petit peu de quantité. Si je vends, je vois qu'il y a un petit peu de quantité qui vient à la vente. Alors, bien entendu, il y a des astuces pour se cacher, je vous en parlerai un petit peu après. Mais globalement, c'est pour ça que en général, quand vous regardez des graphiques, typiquement, on va faire comme ce que font beaucoup de gens, tracer des supports et des résistances. Pourquoi est-ce qu'on va arriver tout le temps sur le même prix? C'est tout simplement parce qu'il y a un acheteur qui est à ce niveau-là, que le prix est intéressant pour lui, et donc achète ce produit-là à ce prix-là. On reste sur un marché de négociation. Le deuxième élément qui nous intéresse, c'est premier arrivé, premier servi. Si j'arrive sur le marché des futurs et que je veux acheter un contrat ou un lot, et que derrière moi, je ne sais pas, Société Générale ou BNP vont en acheter 10 000 sur le même prix, je passe avant eux. Et après ça, ce sera eux. Donc, il n'y a pas de passe-droit ou de choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser aussi. Ah. Voilà, parce qu'on n'a pas utilisé le même logiciel pour écrire la présentation et pour la diffuser, donc il y a des choses qui ne passent pas bien. Mais je vous enverrai encore une fois la présentation, j'enverrai à Raphaël qui pourra vous donner les informations. Donc en fait, le carnet d'ordre, ça va fonctionner comme ça. Pour vous présenter un petit peu les choses, pour simplifier un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc vous avez, puisqu'on est sur un marché réglementé, on voit l'ensemble des opérations qui sont exécutées et réalisées et des propositions. Donc sur la partie bleue, ici, sur le carnet, je ne sais pas si vous voyez bien, sur la partie bleue ici, sur le carnet, on a fait un jeu de couleurs. Donc après ça, je vous brancherai la station, comme ça vous allez voir un petit peu quand elle fonctionne en temps réel, ce sera plus sympa. On passera peut-être même un ordre, on verra, parce qu'on a la chance d'avoir à 14h30 le non-farm payroll, donc le chiffre de l'emploi américain. Avant ça, pour vous expliquer un peu comment ça marche, on va faire un truc statique. Donc en bleu, vous avez les acheteurs, les propositions, et en rouge, vous avez les vendeurs. Encore une fois, ce sont des propositions. Au milieu, vous avez la ligne des prix. Donc le prix, en fait, lui, il reste fixe, et ce sont les acheteurs et les vendeurs qui vont venir se proposer entre eux. Alors, quand je dis ce sont des propositions, si vous avez du volume, vous ne pouvez pas vous montrer. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Si vous mettez en vente votre appartement, n'importe quoi, un 2 pièces dans Paris à 250 000 €, et qu'au bout de 10 minutes, vous avez eu 30 appels parce que vous avez passé votre annonce sur Le Bon Coin et que ces 30 propositions ferment, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous rappelez le premier pour dire c'était super sympa, on va boire un coup ensemble, ou est-ce que vous montez votre prix? Vous allez monter votre prix. Donc, si vous voyez qu'il y a un ensemble d'acheteurs qui est intéressé par votre marchandise, forcément, vous allez monter votre prix. Donc, si moi, je suis acheteur, je ne veux pas que les vendeurs voient que je vais acheter. Donc, je vais être obligé de me cacher. Et inversement, si je suis vendeur, il faut que je me cache. Alors, je vais me cacher comment? En mettant des petits chiffres ici, ou des petits chiffres ici, mais vous regardez ici le volume cumulé, et le volume cumulé, on regardera ça encore une fois sur la station quand elle fonctionnera, enfin quand j'aurai fini la présentation. Vous allez voir que le volume cumulé, en fait, il va beaucoup plus vite, et que par exemple, si j'ai, je dis n'importe quoi, 26 ici et 21 là, et j'ai peut-être 21 vendeurs ici, mais en fait, j'ai 1000, 1500, 2000 lots qui passent. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va voir où il se situe. Donc vous avez les propositions qui sont des choses qu'on ne regarde que très peu, et surtout les exécutions réelles. Donc bleu et rouge, ça nous permet également de passer des ordres. Donc si vous voulez être acheteur, vous cliquez chez les bleus tout simplement. Si vous voulez être vendeur, vous cliquez chez les rouges. Ça vous permet également de vous dire que quand vous rentrez sur le marché, pour sortir du marché, il faut passer de l'autre côté. Donc si je rentre à l'achat, il faut que je revende. Si je passe short, je ne sais pas si tout le monde est confortable avec la position de long ou de short, et si je dois vendre le marché, si jamais vous n'êtes pas confortable, vous me dites, je vous l'explique en quelques secondes, mais en quelques minutes, mais voilà, si je passe short, c'est-à-dire si je veux vendre le marché, je veux jouer la baisse du marché, je vais cliquer chez les rouges, et donc pour sortir, il va falloir que je rachète, donc j'irai chez les bleus. Donc ce petit code couleur, il est tout simple. Vous allez voir qu'il y a plein de chiffres qui scintillent dans tous les sens, mais une fois que vous avez compris, voilà, on a les acheteurs, les vendeurs, le prix. Ici, on a les quantités réelles exécutées, c'est ça qui va nous intéresser, les quantités réelles exécutées à l'achat, à la vente, et on a le cumul des deux. Les chiffres qui sont montrés ici
sur le cumul, c'est le cumul depuis l'ouverture du produit, c'est-à-dire depuis minuit, puisqu'il y a toute la session asiatique et européenne, puisqu'on travaille sur des futurs qui sont ouverts de minuit à 22h15. Et ici, vous avez les chiffres depuis que vous avez ouvert votre station. Donc, on rafraîchira le 3, je vous montrerai un petit peu comment ça marche. Sur le carnet ici, donc j'ai des petites astuces en plus. Je peux, si je veux travailler avec de l'eau, je clique sur 2. À chaque fois que je fais un clic, ça rentre de l'eau. Voilà, c'est une quantité prédéfinie. J'ai des petits ordres ici, mais je m'en sers jamais, moi. Ça, c'est pas forcément utile. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant? On va regarder après sur le carnet en réel. Et donc là, c'est l'ordre des prix. Mais je vais vous montrer des choses un petit peu plus sur le carnet quand il fonctionne. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou on est bon? Je vous en prie. Il y a les ordres d'exécuter. Les propositions. Excuse-moi, pardon. En fait, le cumul des achats et des ventes exécutés. Voilà. Ça, c'est des propositions. Quand vous passez un ordre, vous avez 2 types d'ordres, c'est market et limite. Si vous mettez en limite, si je dis tiens, je veux vendre à 71,75, je dis à tout le monde, je veux vendre à 71,75. Le principe du carnet d'ordre, c'est la bourse d'avant. C'est-à-dire, on se parle à tous. Je suis là et je veux vendre ça. Sauf que si le marché commence à monter, je dis hop, finalement, ça ne m'intéresse pas, je vais essayer de vendre plus haut. Donc, je vais annuler, je vais me replacer. Donc, le chiffre qui est ici, c'est pour ça que je dis que ce sont des propositions. Et quand on a une taille importante, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de mettre, je sais pas, je dois acheter 5000 lots, je ne vais pas mettre 5000 ici, parce que, comme dans l'exemple que je vous ai dit juste avant, si j'achète 5000, tous les vendeurs s'en vont. Si je vois qu'il y a un gros acheteur en bas, je vais pouvoir vendre mon produit plus cher. On reste sur quelque chose de très basique. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi ça monte? Parce qu'il y a des acheteurs. Pour que ça descende, c'est parce qu'il y a des vendeurs. Quelle est la raison de cet acheteur et ce vendeur? C'est de la macroéconomie, c'est des raisons, c'est des banques centrales qui vont intervenir la semaine prochaine, qui vont enfin rebaisser leurs taux parce qu'elles sont allées trop vite. Et on va voir comment ça se passe. Cet après-midi, on a le chiffre de l'emploi américain qui nous dira si le fait de monter les taux a commencé à jouer sur l'emploi, ce qui est le cas puisqu'on est passé de 3,6 à 3,9% de taux de chômage. Donc là, elles commencent à être prises dans un étau, elles sont obligées de rebaisser leurs taux à partir du début d'année prochaine, c'est ce qu'elles ont dit. Mais on verra la semaine prochaine, mercredi et jeudi, si elles ne vont pas déjà le faire un tout petit peu, et ça sera une très bonne surprise, donc les marchés vont monter assez fortement, ou si elles vont au moins en parler, et ouvertement en disant début d'année prochaine, si les statistiques sont toujours aussi bonnes, etc. etc. L'inflation qu'on attendait à 3,5% en 2024 et à 2% en 2025, on est déjà à 2% et on est fin 2023. Donc elles sont allées un petit peu vite. Après ça, c'est pas facile de gérer ça. J'ai aucune critique particulière sur les banquiers centraux qui ont fait beaucoup plus d'études que moi et qui ont beaucoup plus de paramètres à gérer que moi. Mais voilà, elles sont allées un peu plus vite, donc elles se sont rendues compte. Donc on verra comment ça va fonctionner. Tout ça pour revenir sur les carnets. Où donc, si je dois acheter 5000 lots, qu'est-ce que je vais faire? Si je me mets ici à 5000, tout le monde s'en va. Donc, je vais mettre 50, 100, 80. J'ai un algo aujourd'hui qui fait ça. Avant, c'était des humains qui faisaient ça. C'est pour ça que les salles de marché se vident de plus en plus. C'est pas qu'il y a de moins en moins de traders, c'est qu'il y a des fonctions support qui étaient dans la décision d'investissement dont on n'a plus besoin. C'est comme les market makers. Un market maker, c'est quelqu'un qui se met à la fois à l'achat et à la vente. Parce qu'il est là pour apporter de la liquidité au marché. Avant, on faisait ça à la main. Maintenant, l'algo le fait beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux équilibré. Mais bon, le trading reste le trading, c'est-à-dire que les prises de décision sont toujours là. Heureusement pour nous. Donc, pour revenir là-dessus, ce sont des propositions, mais ce n'est pas la réalité. Ici, c'est la réalité cumulée, c'est-à-dire les vrais ordres cumulés. Et ici, c'est en fonction du marché, s'il est venu acheter ou si on est venu vendre. Quand on a un bloc qui monte, c'est-à-dire qu'un acheteur, si personne ne fait rien, si personne ne bouge et ne veut faire un effort, le marché ne bouge pas. Si le premier vendeur est à 70,25 et moi je vais acheter ce marché et que je me mets à 70 et j'ai les bras croisés et je ne bouge pas, il ne se passera rien. Donc il faut que je fasse un effort, c'est-à-dire que j'achète ce qu'on appelle un tick, c'est-à-dire un prix au-dessus. Donc je vais payer un tout petit peu plus cher parce que j'ai besoin d'acheter. Parce que j'ai un client qui m'a dit tu m'achètes 50 000 euros, tu te dépêches. Et moi, à midi, je ne vais pas lui dire j'en ai eu 20 000, mais un super prix. 50 000, c'est 50 000. Il veut une quantité, je lui donne sa quantité. Sauf s'il me donne des paramètres, une fourchette de prix ou des éléments en particulier. Mais sinon, je dois acheter, il faut que j'achète. Donc, il faut bien que j'aille chercher un vendeur, puisque si je ne veux pas chercher un vendeur, personne ne va me le vendre. Et comme j'ai une quantité importante, il va falloir que j'achète un petit peu, mais que j'achète pas trop parce que je vais faire monter le prix. Donc, c'est tout cet équilibre en fait qu'il va falloir doser.
Et c'est pour ça, et je vous montrerai après, que les marchés ne montent jamais d'un coup, mais montent toujours en escalier avec des retracements, parce que le courtier a besoin de faire retracer, remonter, retracer, etc. Le marché va monter en ligne droite ou va descendre en ligne droite quand il y a une stat, quand il y a une news, mais une nouvelle news. Les news d'aujourd'hui, elles ne font plus descendre ou monter le marché. L'Ukraine est toujours envahie. Ce qui se passe en Gaza, Hamas, etc., c'est toujours là. Ça ne s'est pas arrêté, mais les marchés n'en ont plus peur. La Grèce, elle ne va pas mieux. Pourtant, on a eu la crise de la dette grecque, mais la Grèce n'a pas remboursé sa dette, mais ça ne nous impacte plus. Donc, en fait, il y a toujours une espèce de mode, une information supplémentaire qui va apporter un petit peu d'électricité au marché. Au mois d'octobre, c'était les taux qui étaient taux 10 ans qui arrivaient sur les 5% aux États-Unis, le taux 10 ans, et qui revenait à 2007. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que si on continue à avoir les taux hauts, les gens ne dépensent plus parce que les crédits sont trop chers. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'économie va s'effondrer au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est ça qui apporte un petit peu de problématique. Et puis, les États empruntent beaucoup plus cher. Donc, quand un État emprunte à 5%, c'est pas la même chose que quand il emprunte à 2% ou qu'il a des taux négatifs comme on a connu il y a 2-3 ans. Donc, pour revenir sur cette partie-là, on va regarder où sont les gros. Ils vont se cacher dans les chiffres ici, mais ils ne vont pas pouvoir se cacher dans les volumes ici. Ils ne vont pas pouvoir se cacher dans les graphiques. Donc, on va faire un mix des deux, carnet d'or des graphiques. Le carnet, il va nous permettre de rentrer sur le marché. Il nous sert de point d'entrée. Vous pouvez faire votre trading uniquement avec du carnet. Mais si vous servez d'un graphique à côté, c'est plus simple pour gérer une tendance, pour gérer une évolution. Donc, vous pouvez trouver des petites stratégies là-dessus. Par contre, le carnet va nous donner un point d'entrée qui est très intéressant parce que quand vous faites de l'analyse technique, souvent, vous attendez même sur une bougie 1 minute, il faut attendre la confirmation 1, 2, 3 minutes. Nous, on est déjà rentré. Après ça, on est rentré pour une raison, parce qu'on a vu du volume qui est rentré. On a vu que le marché il est dans un sens et qu'il s'arrêtait. Et comme on a travaillé longtemps, j'ai travaillé longtemps sur le marché, je sais comment ça fonctionne. Mais c'est parce que je sais que je ne transmets pas. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est de comprendre comment ça fonctionne sur le marché, ce que je vous expliquais juste avant, pour pouvoir en tirer parti par la suite. Alors. Et après ça, voilà. Une fois qu'on a trouvé nos points d'entrée, non, c'est pas grave ça. Voilà. Une fois qu'on a trouvé nos points d'entrée, qu'est-ce qui va être important? Ça va être de gérer notre position. La gestion de la position, ça va être ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc, la gestion des positions, c'est quoi? Tout le monde vous le répète tout le temps, c'est mettre un stop. Alors, bien sûr, il faut mettre un stop, pas n'importe où. S'il est trop court, vous êtes stoppé tout le temps et du coup, vous reniez votre capital et il disparaît. Si vous êtes trop loin, il est trop important et du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut mettre des règles toutes simples. Je vais vous en donner quelques-unes qui peuvent éventuellement vous aider. Déjà, nous, on met toujours un stop. Alors, S&P 500, le stop, je vais mettre entre 8 et 10 ticks. Voilà, ça va être quelque chose que je vais appliquer. Mais quand le marché va me donner raison pour un certain nombre de ticks, là, je vais à 6, 7, 8, je ne vais pas laisser mon stop à 10 ticks. Parce que si le marché redescend, je perds. Si j'ai déjà un petit peu d'avance sur le marché, si le marché descend sur moi, tant pis. C'est pas grave, je suis sorti. J'ai fait une tentative. On est dans un monde de probabilité. Donc, si le marché redescend, c'est pas grave. Par contre, s'il commence à monter et qu'il me donne raison, je ne vais pas laisser mon stop à 10 ticks parce que si jamais il est touché, c'est une perte. Donc, je vais le remonter soit à moins 5, par exemple, soit 0, ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire le prix d'entrée égale le prix de sortie. Alors, nous, on fait souvent break-even plus 1, c'est-à-dire juste un tick. Pourquoi? Parce que ça paye le courtier. Le courtier, c'est une société qui fait un vrai travail et qui est un négociant, donc c'est normal qu'il soit payé. Et quand vous avez un tick en votre faveur, c'est assez simple, ça paye largement le courtier. Donc, il faut que le marché vous ait déjà donné raison. Et après ça, on va l'accompagner. Je n'ai pas raison à chaque fois. Nous, on est dans les 70-80% de taux de réussite. Ça veut dire qu'entre 20 et 30%, on a des taux d'échec. Mais ça ne veut rien dire le taux de réussite. C'est parce que je gagne 100, 100, 100, 100 et je perds 1500, j'ai 80% de taux de réussite. Mais j'ai perdu 1100 €. Donc, si vous n'accompagnez pas votre taux de réussite avec une gestion de la position, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble de tout ça. Donc, un autre élément, je ne sais pas si vous avez ça, vous avez un élément qui est important qu'on appelle, nous, la limit down, c'est-à-dire le montant maximum que vous avez le droit de perdre en une journée. Ce n'est pas par jour, c'est en une journée. Cette limit down, on va la toucher. Moi, la dernière que j'ai touchée, c'était au mois de mars. Et en général, on va la toucher, allez, une fois, 2 fois dans le mois, c'est beaucoup. Une fois, et 2 fois dans le mois, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de trader pour aller jusqu'à cette limite. Ce n'est pas un point où il faut que j'essaye et j'essaye tant que je ne suis pas arrivé jusqu'à cette perte maximale. Quand je fais mon trading, je ne trade pas de l'argent.
Nous, notre métier, c'est pas de faire de l'argent. Ça fait souvent rigoler les gens, mais c'est vrai. Notre métier, c'est de rentrer sur un point bas et de sortir sur un point haut. Que ce trade, cette opération-là, elle nous apporte 10 € ou 1000 €, peu importe. Mon travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché pour en prendre parti. Si à un moment, je vois une opportunité, que je rentre sur cette opportunité et que je vais sortir pour une raison et que j'ai gagné des points, ces points se transforment en argent. Si je veux gagner plus d'argent, ben, je vais mettre des tailles plus importantes, mais je travaille de la même façon. Je ne vais pas prendre plus de risques. Je travaille tout le temps de la même façon. Je gère mes risques tout le temps de la même façon. J'ai des règles qui sont tout le temps ici. Et c'est ces règles-là qui statistiquement fonctionnent, qui font que statistiquement, je gagne de l'argent. Même si j'ai des journées de perte. Sur le live qu'on a fait ensemble, il y a eu une journée de perte. Cette journée-là, il y a un regret que j'ai, c'est qu'au bout d'un moment, au lieu de rester sur de l'eau, j'aurais dû passer sur un lot, c'est-à-dire alléger un peu ma taille. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire si j'ai 2-3 stops, déjà j'arrête de trader, je croise les bras et j'essaie de comprendre ce qui se passe sur le marché. Si j'ai pas compris, en général, ça va à peu près, mais si j'ai pas compris, s'il y a un élément, un événement, je vais aller regarder des sites d'information. Alors, le meilleur que je trouve, moi, je vous le montrerai après si vous voulez, c'est Twitter. Pour moi, le meilleur site d'information aujourd'hui, c'est Twitter. Parce qu'un site d'information classique doivent recevoir la news sur leur serveur, synchroniser tous les serveurs, et donc ils vont vous afficher une image. Donc, quand il y a une news qui vient de sortir, sur un site d'information classique, ça va prendre entre 5 et 10 minutes. Twitter, il vous pousse l'information. Il vous l'envoie comme un système un Dow Jones Newswire, un Reuters que vous avez en salle. Et c'est le même principe. Donc, vous avez un ou deux flux que je vous donnerai après, avec plaisir, et qui vous permettent de savoir. Vous n'êtes pas obligé de les lire tout le temps. Hein. L'idée, c'est pas forcément de les lire tout le temps. L'idée, c'est de se dire, tiens, il se passe un truc sur le marché, pourquoi? Je vais voir s'il y a une news. S'il y a une news catastrophique, je ne vais pas trader. Ou je ne vais pas essayer de me dire, tiens, le marché, il descend beaucoup, je vais racheter en dessous. Parce que si c'est catastrophique, ça va aller assez bas. Donc, je ne vais pas jouer dans la news. Alors, je reviens sur la gestion des risques, on passera sur la news après. Je vais respecter ma limite down. Donc, cette limite down, c'est-à-dire ce montant maximum que j'ai le droit de perdre. En fait, Raphaël va vous envoyer la présentation si vous voulez. Hein. Raphaël vous enverra la présentation aussi. Mais je vous laisse prendre des notes, je vous en prie. Oui. Mais comme je suis devant vous, en fait, je ne veux pas. Voilà. Non, mais c'est moi, je vais essayer de me mettre dans le coin là. Je me mets dans un petit coin. Mais je suis là. Tout le monde me voit, je vois sur la caméra, on me voit, et vous voyez l'écran, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Donc, la limite down, c'est quoi en fait? Ça représente, alors là, j'ai mis 3, 1 à 2 jours de travail, c'est bien. Parce que, en général, quand on fait du trading, les gens, ils allument l'ordinateur et ils veulent gagner tous les jours. Mais en 10 ans de salle de marché, je vous garantis que personne ne gagne tous les jours. C'est pas possible. Et quand vous ne gagnez pas tous les jours, vous entêtez et vous envoyez des tailles et vous allez jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous touchez un endroit où il faut pas aller. Donc, cette limite, elle vous permet de vous arrêter. Et moi, ça m'arrive d'avoir une journée perdante. Et je peux perdre, je dis n'importe quoi, 150, 200, 300 €. C'est pas grave. Mais parce que la veille, j'ai fait un peu plus, etc. Mais par contre, je ne vais pas jusqu'à ma limite down, qui est beaucoup plus loin. Mais cette limite, elle représente 2 jours de travail. Donc, si, quand je fais mon trading, au lieu d'appuyer sur le bouton et je dis tous les jours je gagne et si aujourd'hui je ne gagne pas, je continue, et en fait, je vais réfléchir pas à la journée, mais à la semaine. Donc, moi, je vous engage à faire une chose très simple. Si vous faites du day trading, quelle que soit la stratégie que vous avez, voilà, quelle que soit la stratégie que vous avez, que ce soit du trading au carnet d'ordre comme on fait, c'est-à-dire essayer de trouver un bon point d'entrée et puis accompagner, ou d'autres solutions, prenez soit un cahier, soit un fichier Excel, et vous mettez dedans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous marquez combien j'ai gagné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et combien j'ai fait de trades. Vous mettez juste ces 2 paramètres-là, et vous rentrez dans une réflexion où vous essayez d'enchaîner les semaines vertes, les semaines positives. Et une semaine positive, elle peut très bien comporter une journée de perte, voire 2 journées de perte. L'exercice qu'on a fait là avec WH, puisque depuis qu'on fait les lives, on a eu 5 journées, on a eu 3 gagnantes, une perte qui est allée un petit peu loin, mais c'est comme ça. On a eu donc de mémoire, on a gagné 1200, on a gagné 350, on a gagné 150, on a perdu 1000. Et hier, on a fait, ou avant-hier, on a fait 150 ou un truc comme ça. Donc, mes 1000, oui, j'ai perdu 1000. Donc, j'aurais dû m'arrêter avant. La preuve, c'est qu'à un moment, il faut s'arrêter. Mais mes 1000, ils ne vont pas faire en sorte que ma semaine soit rouge. Elle est verte, ma semaine. J'ai contrebalancé la perte que j'ai eue par des journées gagnantes. Si vous réfléchissez uniquement à la journée,
vous n'y arriverez pas. Essayez de réfléchir à la semaine. La semaine, c'est bien parce que c'est un objectif court. Si je vous dis au mois, ça part pas, ça marche pas. Mais si je vous dis à la semaine, et vous réfléchissez à la semaine, vous regardez ce que vous gagnez chaque jour. Et je vous garantis que le jour où vous avez une perte, eh ben, vous irez pas trop loin. Parce que vous n'allez pas avoir envie de gâcher ce que vous avez gagné précédemment. Et le fait d'avoir un petit suivi comme ça, nous, en salle, on est obligé le matin de faire une préparation de journée. Il n'y a pas de choix. Et le soir, il faut faire un rapport au client et au chef. Et donc, ces habitudes, elles sont là. Faites-vous ça, ça vous prend, allez, 2 minutes, un fichier Excel ou un papier crayon et vous mettez des cases comme ça, comme quand on joue au puissance 4, là, et vous marquez nombre de trades et gain ou perte. Et vous me faites le total sur la journée, sur la semaine, pardon. Et comme ça, vous surveillez votre total sur la semaine au quotidien. Et si lundi, mardi, mercredi, j'ai bien tradé, eh ben jeudi, si je commence à prendre une perte, je m'arrête. Parce que je veux une semaine verte. Parce que si vous enchaînez les semaines vertes, ben vous aurez des mois positifs. Donc, il faut être dans la construction de quelque chose, et la construction d'un patrimoine ou la construction d'un revenu, d'un complément de revenu ou d'un vrai revenu, elle passe par ça. Elle passe par surveiller, comme un chef d'entreprise. Si vous avez un commerce en bas de la rue, eh ben, vous devez savoir à quel niveau est votre point mort, vous devez savoir si c'est une bonne ou une mauvaise journée pour vous, et vous devez savoir ce qu'il faut gagner dans la semaine, parce que vous avez des salariés, des loyers, vous avez plein de choses à payer, la matière première, etc. Nous, on n'a pas tout ça. On a une chance, c'est qu'à part payer une station qui est dans le général de 50 € par mois et le courtier à chaque fois qu'on passe un ordre, vous payez votre Internet, l'ordinateur, vous l'achetez une fois. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Je ne parle pas des impôts, parce que ça vient après, une fois qu'on a gagné. Je parle pour gagner. Donc, nos charges, elles ne sont pas énormes. Et donc, comme nos charges ne sont pas énormes, elles ne nous impactent pas. La seule charge qu'on pourrait avoir, c'est une perte. Donc, il faut considérer la perte comme une charge, comme un chef d'entreprise. Cette journée-là, elle n'est pas bonne. Mais il ne faut pas qu'elle grève toutes les autres journées. Donc, organisez-vous juste comme ça et mettez-vous en place ce qu'on appelle la limite down, c'est-à-dire le montant maximum que j'ai le droit de perdre en une journée. Et si c'est 500 € par exemple, alors moi j'ai pas mal de gens qui mettent 500 parce qu'il y a pas mal de gens qui font des comptes financiers, des trucs comme ça, mais 500 €, c'est bien, ça leur convient. Mais moi, je ne veux pas avoir chez mes élèves, toute la semaine, je ne veux pas avoir pendant une semaine, tiens, 500 €, la semaine d'après, encore 500 €. Non, les 500 €, c'est une fois de temps en temps. Et je veux bien voir un moins 200, un moins 300. Parce que en face, je veux voir des plus 300, plus 500, plus 700. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il y ait une juste balance entre ce que vous gagnez et ce que vous perdez. Donc, il faut l'organiser, cette balance. Donc, cette règle-là, elle est importante. C'est définissez-vous un montant. Vous pouvez vous autoriser à perdre et essayer de jamais le toucher. Comment on fait pour essayer de ne pas le toucher? Eh bien, c'est pas difficile. Vous faites un trade, deux trades, deux trades perdants. Le troisième, s'il est perdant, allégez votre position. Souvent, les gens me disent, ouais, je fais un trade, deux trades perdants, le troisième, allez, je mets la sauce. Si je double, eh ben, oui, si je double, eh ben, je récupère ma perte. Je récupère ma perte. Mais s'il est perdant, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Donc, nous, on est obligé de diviser notre taille par 2 ou par 3. On divise cette taille. Bien sûr que vous n'allez pas remonter votre perte, mais vous passez un ordre ou deux en positif, en vous calmant un petit peu, parce qu'il y a toujours des émotions quand on a des pertes. Moi, je le vois chez beaucoup d'élèves, et j'en ai eu aussi, et je trouve ça normal. Je leur donne un stop fixe, et s'ils prennent 2 stops, eh ben, le trade d'après, ils remontent un peu leur stop. Au lieu de mettre à 10 ticks, ils mettent à 5. Ils disent, ouais, mais comme j'ai perdu avant. Mais non, la stratégie, c'est 10. Ton point d'entrée, il est bien positionné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se font stopper à 5 ticks, alors que à 10, ça passait, et là, ils récupéraient ce qui manquait. Donc, en fait, il ne faut pas que ça change votre façon de travailler. Maintenant, c'est important, justement, d'avoir ça. Et pour ne pas s'approcher de cette limite down, si vous traitez avec... alors, nous, on parle de l'eau, je ne sais pas ce que vous faites comme produit, vous faites peut-être des actions, des futurs, voilà. Et moi, je traite... alors, sur nos lives, on traite avec des petites tailles, mais moi, je fais du de l'eau, mon camarade, il en fait 4. On a des trucs qui gèrent derrière, mais si je trade avec de l'eau et que je prends 2-3 stops, je vais passer sur un. Sur le live qu'on fait ensemble, là, quand je traite avec de l'eau, là, j'ai pris un stop d'entrée, et après ça, je suis passé sur un. Et puis, j'essaie de retrouver un petit peu, de comprendre ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'on a un algo? Est-ce qu'on a un marché en range? Marché en range, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le casser, mais ils vont faire un fake break. Donc, ils vont casser un peu plus haut et puis ils vont le réintégrer. Parce que c'est les algos, ils aiment bien jouer comme ça. Un algo, il faut vous dire juste une chose, il va faire exactement l'opposé de ce que vous pensez.
il veut vous attraper, donc il va faire l'opposé. Donc vous, mettez-vous dans votre ordinateur, si vous avez compris qu'il y avait des algos. Alors pourquoi il y a des algos? Parce que les gros opérateurs ne veulent pas rentrer sur le marché. Pourquoi? Parce que comme ils ont beaucoup de taille et qu'ils ne peuvent pas rentrer facilement ou sortir facilement, ben, ils vont investir sur du long terme. Et qui va leur donner le long terme? Des stats économiques, celles de cet après-midi, la Banque centrale. Donc avant une banque centrale, 1 jour, 2 jours, 3 jours avant une banque centrale, je vous garantis que vous aurez des marchés en range, vous n'avez que des algos et vous allez faire des fake breaks. C'est quoi un fake break? Support résistance. Une fois qu'ils nous ont bien montré où était la support résistance, je vous garantis qu'ils vont le casser et la réintégrer. Donc qu'est-ce que vous faites vous? Eh bien, avant d'entrer, vous vous dites, bah, tiens, il y a un support ici, eh bien, moi, mon point d'entrée, il est 5 ticks plus bas. Et si je ne suis pas rentré sur le marché, ce n'est pas grave. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas rentrer sur le marché. Mais en fait, c'est plus dommageable d'avoir un stop qu'être frustré parce qu'on n'est pas rentré. Mais mettez-vous un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, vous aurez un meilleur prix d'entrée parce que souvent on a un fake break et ça réintègre. C'est ce qui s'est passé hier et c'est ce qui s'est passé quand on a fait le live. Donc voilà, donc avoir une gestion et un comment ça s'appelle un limit down, c'est important. Et travailler sur un ensemble, c'est important. C'est pas parce qu'on fait du scalping trading à la minute qu'on n'est pas là pour constituer un capital. Ce qui nous intéresse, c'est de finir la journée en positif, de finir la semaine en positif. Donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir gérer ça, un petit fichier Excel, etc. Et vous allez voir que ça va changer pas mal de choses. Et ça va vous changer aussi vous quand vous commencez à avoir une journée perdante, parce que vous allez voir que vous avez plusieurs journées gagnantes et vous n'allez plus vouloir la gâcher. Alors que quand vous allumez votre ordinateur, vous dites tiens aujourd'hui je vais faire du trading, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous aviez gagné hier, avant-hier, et est-ce que vous êtes bien dans cette perspective? C'est rare. C'est possible, hein, je ne dis pas que personne ne le fait, mais c'est des petites choses qui vont vous permettre d'optimiser un peu ce que vous faites. Après, bon, une des règles aussi, c'est savoir éteindre son ordinateur quand ça ne va pas. C'est-à-dire que comme nous sommes humains, on est guidé par nos émotions. Et quand vous sentez que vous en avez marre et que vous sentez que vous faites de l'overtrading, ce que j'appelle l'overtrading, c'est quand je vois un ordre toutes les minutes. Alors ça, c'est bon ni pour le courtier ni pour vous. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour le courtier, parce que le courtier veut que vous visiez le plus longtemps possible. Ce qui intéresse, c'est pas d'avoir des gens qui passent 10 heures d'une journée et qui n'existent plus. C'est des gens qui vont passer des ordres au fur et à mesure, etc. Et c'est pas bon pour vous. Pourquoi? Parce que déjà vous êtes énervé, vous faites des trades qui n'ont pas de raison. Et donc, il faut savoir éteindre son ordinateur, c'est-à-dire se dire, c'est bon, j'ai des émotions, ça va plus, je m'arrête. Alors, des petites astuces, je ne sais pas où vous tradez, mais si vous êtes chez vous, vous vous levez, puis vous allez boire un verre d'eau, vous allez promener le chien, vous sortez, vous allez vous aérer. En fait, quand vous sentez que vous êtes envahi par ces émotions, faites le petit test que je vous ai appris là, je vous dis en début, c'est-à-dire programmer une petite musique qui fonctionne avec une image qui vous fait du bien pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis vous arrêtez ça, et puis dans 1 mois, vous recommencez, vous mettez cette musique et vous me dites ce que vous en pensez. Et en général, ça fonctionne bien. Mais savoir gérer ses émotions, c'est ça, c'est-à-dire arrêter quand il faut arrêter. Si vous faites de l'overtrading, vous passez un trade toutes les minutes, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Donc il faut être sélectif, il faut être patient et sélectif. Et il faut être patient et rapide, c'est-à-dire qu'on est patient, on attend un point et dès que le point arrive, il faut rentrer. Il ne faut pas réfléchir, il faut rentrer. Donc pourquoi on ne réfléchit pas? Comme un sportif, il ne réfléchit pas parce qu'il fait les opérations les unes après les autres, il les répète et il les répète. Je regarde juste l'heure pour être bien sur le carnet quand on sera à 14h20 maximum pour qu'on se fasse le non-farm payroll ensemble. Donc voilà, donc ces éléments-là, ils sont importants. Risk-reward, c'est quoi? C'est très simple, hein. Je vais mettre un stop à 5 ticks, il faut que je gagne au moins 5 ticks. Donc 1 pour 1. Alors 1 pour 2, c'est normalement le risk-reward, il est calculé à l'envers, c'est-à-dire que 1 pour 2, ça fait 0,5. Parce qu'on va diviser, et du coup, plus mon risk-reward s'approche de 0, et meilleur il est. Donc si je risque 10 et que j'ai une 40 ticks, j'ai risk-reward de 0,25 et j'ai un bon risk-reward. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est sans avoir forcément besoin de le calculer, dites-vous quelque chose de très simple, quand vous rentrez en position, il faut soit essayer de gagner au moins ce que vous risquez, soit vous avez un taux de réussite qui est assez important, et là, vous pouvez vous permettre de faire quelques opérations en plus, qui ne sont pas forcément bien équilibrées, mais comme vous gagnez plus souvent, à ce moment-là, l'ensemble va aider. Mais en général, c'est plus le premier élément, c'est-à-dire combien je risque pour combien je vais gagner, et c'est ça qui va vous apporter des éléments. Nous, le risk-reward, en fait, on va calculer notre risque parce qu'on a défini un stop et on ne met pas de take profit. Je vais mettre un take profit quand il y a un marché en range et je vais chercher ça. Mais pour moi, mettre un take profit, en fait, c'est limiter ses gains puisque vous ne pourrez pas gagner plus que ce que vous avez défini. Et si le marché vous emmène un peu plus loin, c'est dommage de ne pas gagner un petit peu plus. Donc, on met souvent, nous, des stop suiveurs. On va le décaler nous-mêmes à la main,
tout simplement. On a des petites stratégies sur les stop suiveurs, très simples, mais qui nous permettent d'accompagner des phases d'accélération. Si je vois que le marché bloque et que je suis dans un range, oui, je vais sortir. Je vais essayer de sortir, mais très souvent, si vous regardez les replays ou si vous regardez les lives, vous verrez que je sors jamais au plus haut. D'ailleurs, moi je dirais que c'est un coup de chance ou c'est un rêve, un fantasme du trader, c'est d'acheter le plus bas et de vendre le plus haut. Et c'est ce qu'on essaie tout le temps de faire. Et on n'est jamais content tant qu'on n'a pas fait ça. Mais ça arrive très rarement. Ça arrive, mais très rarement. Et notre cerveau, ça lui fait du bien. Et du coup, il se dit, tiens, il faut que je recommence ça. Et à chaque fois, on a envie de recommencer ça. Et comme on n'y arrive jamais, on n'est jamais content. Et comme on n'est pas content, du coup, on s'enferme dans un autre système. Donc, cette gestion-là des émotions, elle est importante aussi. Soyez satisfait quand vous gagnez. Vous êtes rentré pour une raison, vous êtes sorti pour une raison, qui est 5 € sur la machine ou 500 €, que le marché il serait allé beaucoup plus loin ou pas. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré? Parce que vous avez vu un acheteur, par exemple. Pourquoi vous sortez? Parce que vous avez, selon votre stratégie, votre point de sortie qui est arrivé. Et de toutes les façons, le marché il ira plus haut. Si là, je me dis, ouais, 4595, j'achète pas, tiens, je suis sorti à 98. Mais le marché, dans un mois, il est à 4650 ou 4700. Vous auriez pu sortir dans un mois. Pourquoi vous ne faites pas? Parce qu'en fait, on n'a jamais, parce qu'on gère nos risques, parce qu'on a des mouvements, et parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. Donc, il faut être satisfait de ce que vous faites. Préparez votre journée, c'est important aussi. Donc, un agenda. Alors, pourquoi l'agenda? On ne va jamais jouer les stats. L'agenda, il nous sert juste à une chose, c'est à savoir à quelle heure je ne dois pas être dans le marché. À 14h30, le non-farm payroll sort, je ne suis pas dans le marché. On regardera les carnets, je vais vous voir que tout le monde va s'en aller. 3-4 secondes avant la publication, il n'y a plus personne. Les market makers s'en vont parce que sinon, ils vont se faire arracher. Pourquoi, du coup, on a des grandes mèches? S'il n'y a personne et que j'arrive avec un petit peu de quantité, je fais décaler le marché. Donc, les algos qui servent à gérer les stats vont se mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la stat sort, s'il y a un décalage par rapport à ce qui est prévu de 0,7% par exemple, là, il va acheter, etc., etc. Ils ont leur stratégie, ils rentrent, ils sortent, et ça s'arrête là. Donc nous, on laisse passer ça, c'est pas notre travail. Il y a plein de façons d'intervenir sur le marché, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas du casino, on veut attendre de voir ce qui va se passer, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et se dire, tiens, là, le marché se calme, il est en train de retracer, je vais attaquer. Donc préparer sa journée, c'est agenda, pour savoir quand est-ce que je ne dois pas être dedans. Des petites news, je vais vous montrer un Twitter par exemple qui est plutôt intéressant. Vous avez de toute façon, il y a des fils de news sur WH, sur le site. Des fils de news sur le site internet? Ouais, ou sur la plateforme, ou il y a des fournisseurs de flux, non? Il y a des fournisseurs. Ouais. Après, ouais. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Twitter, on a des fils de news qui sont plus performants, donc ça sert à rien de. Ouais. Mais je me demandais si vous en aviez. En tout cas, voilà, il y a des. Vous regardez ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme vous, graphique, on trace support résistance. Support résistance, c'est quoi? C'est un endroit où le marché s'est arrêté et est passé dans l'autre sens. Ça veut dire que quand on arrive à cet endroit-là, il y a un vendeur qui est plus gros que l'acheteur et du coup le marché redescend. Ou inversement, le marché descend, s'arrête et repart. Pourquoi? Parce que l'acheteur est plus gros que le vendeur et c'est un prix qui devient plus intéressant. Imaginez-vous qu'on regarde, on est des milliers, des millions à regarder tous la même marchandise au même moment. Et donc, on la connaît par cœur. Donc, si vous avez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une passion, une idée du marché immobilier autour de vous, etc., n'importe quoi, si vous habitez dans un 2 pièces dans votre immeuble et que vous l'avez acheté 150 000 et que le voisin, il va le vendre, et lui, il en veut 110 000, vous savez que c'est un prix qui est plutôt correct parce que vous venez d'acheter votre. Et vous allez peut-être vouloir l'acheter. Donc, son prix est bas et ça vous intéresse. S'il le vend à 200 000, vous ne l'achèterez jamais, c'est trop cher. Vous laisserez les autres pimpins l'acheter. Parce que celui d'après, il va le vendre à 150. Donc, en fait, cette marchandise, vous la connaissez puisque vous y habitez dedans, etc. Le S&P 500 et la marchandise qu'on traite, c'est la même chose. On sait à quel moment elle commence à être intéressante et à quel moment elle commence à être trop chère ou pas assez chère si je veux la vendre. Et donc, c'est en jouant avec ça qu'on va travailler. C'est en jouant aussi avec les écarts types. Est-ce que, je vous pose une question toute simple, mais pour ceux qui font du futur, est-ce que vous savez de combien bouge le marché par jour? Le nombre de points par jour. Est-ce que vous avez une idée? Entre le point bas et le point haut. Sur le SP500? Sur le SP500 en ce moment. Vous me dites n'importe quoi, le chiffre qui vous paraît normal. Je bois un peu d'eau, je vous laisse réfléchir. Mais ce n'est pas une question piège, hein, dites-moi. Hein. Ça bouge de 10 points, ça bouge de 50 points, de 200 points, ça bouge de combien de points? 80 points. Une centaine. Donc le S&P,
session asiatique et européenne inclus, il va bouger de 40 points. En ce moment. Et cet après-midi, avec le non-farm payroll, il va peut-être faire ses 100 points. Donc, si vous regardez un petit peu les journées qui passent d'avant, et vous savez que ce marché-là dans lequel vous allez intervenir, il a un écart type, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain montant, en dessous d'un certain niveau, eh ben, il intéresse beaucoup les acheteurs, et au-dessus d'un certain niveau, il va intéresser les vendeurs. Si vous calculez ne serait-ce que ça, eh ben, moi, je vais vous donner une info. On a fait des stats. Sur une année classique, 80% du temps, le marché il va entre moins 1 et plus 1%. Et il ne les dépasse pas. Il s'arrête là. Quand il va le dépasser, c'est parce qu'il y a une news ou une stat. Parce qu'on est dans une zone un petit peu de trouble. Mais ça, vous le voyez dans les news. Le marché obligataire qui est beaucoup trop important comme en octobre. Le VIX qui est un petit peu important. Bah oui, bien sûr, on va aller au-dessus ou en dessous de 1% ou moins 1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, bon, cet après-midi, c'est un peu spécial, mais cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si le marché il arrive vers moins 0,7, moins 0,8, bah, je vais favoriser des achats. Parce qu'il n'ira pas à moins 1,5 statistiquement. Il n'y a pas de news particulière. Il ne va pas aller en dessous. Donc, je sais l'écart type de mon marché. Je vois à peu près dans quel espace il va bouger. Ça, il faut que je le sache. Vous voyez? Ça, si vous faites vos niveaux en analyse technique, vous prenez les graphiques daily. Si vous mettez votre souris sur la bougie, souvent, les outils, ils vont vous dire plus haut, plus bas. Calculez juste le plus haut et le plus bas de la veille. Ou vous notez les plus hauts et les plus bas. Et comme ça, vous savez dans quel espace vous pouvez jouer. Nous, on a des élèves qui font un coup S&P, un coup Nasdaq. Et ils vont mettre le même stop sur du S&P et du Nasdaq. C'est pas possible. Vous avez un marché qui fait 4600 points, l'autre, il en fait 16 000. Il est passé les 16 000 ce matin. 1% sur 4600 points, c'est 46 points. 1% sur 16 000 points, c'est 160 points. Donc, si le marché bouge de 1%, bah, si je mets un stop à 10 ticks sur le Nasdaq, je vais me faire topper tout le temps. Et donc, je vais rogner mon capital plutôt que d'avoir une stratégie. Je vais perdre tout le temps. Et ce qui va vous énerver le plus, c'est que vous aurez souvent raison, mais trop tôt. Parce qu'en fait, votre stop, il sera trop court. Donc, il faut trouver en fait la volatilité, la variation de votre produit, comprendre dans quel produit vous êtes. Et une fois que vous avez bien identifié ça, en fonction de l'agenda aujourd'hui non-farm payroll, bien entendu qu'on ne va pas faire 40 points. On va peut-être en faire 80 ou 100. Mais s'il n'y a pas de stress ou il n'y a pas de choses particulières, il n'y a pas de news, et ça, les news, vous les avez tous, ben voilà, aujourd'hui, il y a une chance énorme. Moi, en 2000, il fallait être dans une salle de marché pour avoir des news super et rapides et pour avoir des systèmes qui fonctionnaient bien. En 2023, je vous garantis que les outils qu'on utilise, comme je vous disais, que ce soit NanoTrader ou celle que je vais vous montrer à 50 € par mois, c'est ce qu'on avait en salle. Mais c'est aussi bien. On a tous la fibre aujourd'hui, on a tous du 2 mégas. Alors, ils disent 2 mégas, ça sera à 500, mais ça suffit largement en fait. 500, 700, quand vous êtes en Wi-Fi, vous êtes à 20. Donc, alors, une petite astuce, moi je vous conseille, même si vous êtes un ordinateur portable, c'est de mettre un petit câble RJ45. Si madame, elle n'est pas contente parce que ça passe devant sa porte ou son machin, quand vous avez fini votre trading, vous débranchez. Mais nous, on est toujours en filaire. En filaire parce que c'est plus rapide, parce que ça vous évite d'avoir des petites différences. Et si quand vous êtes sur un carnet d'une station et quand vous cliquez, eh ben, c'est pas exécuté au prix que vous avez vu, mais en dessous ou au-dessus, c'est que vous avez une différence de cotation parce que vous n'avez pas un débit assez rapide. Et toutes les box aujourd'hui, elles ont un câble RJ45. Donc, vous branchez un câble, ça existe des trucs de 20 mètres, vous branchez à votre ordinateur. Vous avez des adaptateurs si vous n'avez pas d'RJ45 sur votre truc. USB RJ45, ça marchera bien. Mais au moins, vous n'avez pas ça. Donc, je regarde juste. Voilà, 14h08, on s'approche un petit peu, la tension monte. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, préparez vos graphiques, support résistance tout simplement. Alors pourquoi d'abord en daily et après ça par exemple sur du H1? Daily et H1 parce que celui qui est capable d'arrêter le marché pendant une journée, il est forcément plus gros que celui qui l'arrête pendant 5 minutes. Donc les niveaux de résistance et de support sont toujours plus intéressants sur du long terme que sur du court terme. Maintenant, quand je vais passer sur du court terme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder deux horizons de temps différents. Stop suiveur, on va en parler. Le bilan, je vous en ai parlé. Non, ça, c'était pas ça. C'était une autre présentation. Alors, moi non. Moi j'ai un compte chez un courtier qui est réglementé. D'ailleurs, il faut que je regarde avec Raphaël parce que ils ont des choses intéressantes chez eux aussi. Mais moi non, il y en a qui le font. Après, quand vous êtes régulier, que vous gagnez souvent, vous laissez quand même 20% de vos performances à quelqu'un. Donc ça vaut le coup quand même de voir un petit peu l'ensemble des deux, quoi.
Mais ça permet, je pense, à des gens qui n'ont pas de capital de pouvoir se lancer. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'était surtout ça, en fait. Voilà, donc, vous voyez, ah bah super, voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus vivant que ce que je vous ai montré. Donc, carnet d'ordre, c'est quoi? Les prix ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Grisé clair, en fait, c'est le plus bas du marché. Donc, en regardant mon carnet, sans regarder le graphique, je sais que depuis minuit, on n'a pas coté 79,25. Et je sais que le marché est tout en bas. Alors, j'ai toujours sur un graphique un pourcentage. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, en fait, 80% du temps, le marché il bouge entre -1 et +1. Donc, il faut bien que je sache où il est. Ça, c'est depuis l'ouverture. En fait, c'est par rapport à la clôture de la veille. Donc, il y en a certains qui mettent que le cash, c'est-à-dire qu'ils n'ont que les cotations du futur pendant l'ouverture du cash, 15h30, 22h. Donc, ils vont avoir des gaps, haussiers ou baissiers. Mais si vous avez le pourcentage ici, à 15h30, si c'est à -0,5, eh ben, c'est qu'on a un gap baissier tout simplement, puisque ça calcule par rapport à l'ouverture, par rapport à la clôture de la veille. D'ailleurs, tac, tac, tac. Voilà. Ah. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas venu sur ça. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Donc, mon carnet ici, en fait, il va me donner plusieurs informations. Alors, on va rafraîchir un peu tout ça. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir. Alors, le marché, il est assez lent. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'opérations pour l'instant parce qu'on attend tout 14h30. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. Je vais vous mettre un deuxième carnet. On va essayer de garder les graphiques en fond. Et donc, ce carnet, on va le mettre sur le 6E. Et donc, le 6E, c'est l'euro-dollar. Voilà. Il est quelle heure? 14h11, on a encore un petit peu de temps avant que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, les statistiques qui vont sortir, c'est des statistiques macroéconomiques. Le taux de chômage. Et donc, ça va jouer énormément sur les devises, puisqu'une devise, c'est toujours une monnaie contre une autre. C'est toujours une paire de monnaies. Et toujours dans le même sens. Euro-dollar. Dollar-euro, ça n'existe pas. C'est euro-dollar. Euro-yen, euro-GBP. Donc, si on a des bons chiffres aux États-Unis, eh ben, l'euro va tomber et le dollar va s'apprécier. Donc, on aura une baisse de l'euro-dollar si le chiffre est bon. Ouais. Si le chiffre est bon, juste moins bon qu'attendu. Ou moins bon qu'attendu. Oui, tout à fait. C'est en fait en fonction de ce qui est attendu. Voilà. Effectivement, mais c'est une bonne remarque. C'est en fonction de ce qui est attendu. Parce que le chiffre peut être moins mauvais que prévu, mais il peut être mauvais. Mais s'il est moins mauvais que prévu, en fait, il est bon. Donc, c'est une très bonne remarque. On devrait avoir sur le marché, alors je ne sais pas, hein. Moi je vous dis ça, on verra ce qui se passera. Si le chiffre est en accord avec ce qui est attendu, il se peut éventuellement que le marché il monte un petit peu. Si le chiffre est moins bon que prévu, c'est-à-dire que le taux de chômage est plus important que prévu, on attend 3,9%, on aura peut-être 4%, il se peut que le marché monte, alors que c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que cette nouvelle, elle va forcer la Banque centrale à baisser ses taux, et ça sera bon pour le business. Donc, ils vont anticiper. Donc, et comme on a des algos, il se peut très bien que si le chiffre est mauvais, ça plonge d'abord et ça remonte tout de suite après. Et après ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est autour de la salle ou sur le webinaire. Mais dans une société de gestion, c'est la même chose. Les décisions, elles sont collégiales. Personne ne prend une décision tout seul. Il y a le gérant star qui va prendre la décision finale, mais ils vont être tous ensemble. Et ils vont tous avoir déjà établi les scénarios. Si on est à 4, si on est 3,8, si on est 3,9, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, ça et ça. On a le courtier au bout du téléphone. L'autre, il est avec son téléphone et il attend. Et il dit, buy, sell, buy. OK. Donc, ils attendent. La stat tombe et ils analysent. Et ils regardent ce qui se passe. Et ils disent, bon, on y va, on n'y va pas. Allez, on y va. Donc, le temps de leur réflexion, les algos sont passés et après ça, vous avez le volume qui arrive sur le marché. Donc, ça arrive toujours en 2 étapes. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez une stat qui part dans un sens, et après ça, ça part dans l'autre sens. Et on se dit, mais pourquoi? Parce que l'algo, lui, il a détecté qu'il y avait une incohérence. Donc, dans les premières nanosecondes, 2-3 secondes, il va jouer avec cette incohérence, sachant que dans les carnets, là, pour l'instant, on a 115, 66, 132, là, mais 3 secondes avant la stat, on n'aura que des dizaines, voire des unités. Donc, celui qui arrive avec 100 lots, bah, il fait monter le marché. Celui qui short 100 lots, eh ben, il fait descendre le marché. Et 100 lots, c'est pas beaucoup. Donc, ils arrivent avec beaucoup plus. Donc, ils vont jouer là-dessus, dans un sens ou dans un autre. Une fois qu'ils ont pris les points qu'ils voulaient, et ben après ça, c'est les opérateurs qui vont revenir. Et là où on avait des unités ou des dizaines, on va repasser sur des centaines. Et là, le marché normal va revenir.
Donc, on laissera passer, c'est comme quand on est sur l'autoroute, il y a une moto qui va à 200, et ben on laisse passer, et après ça, on fait notre route tranquille. Donc, on a plein de métiers différents sur le marché, et c'est ça, en fait, qu'il faut, c'est que vous trouviez, vous, votre équilibre là-dedans, quoi. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passait. Alors, ce trading au carnet d'or, donc nous, je bois un tout petit peu, parce que je parle beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Pas pour l'instant. Je regarde s'il y a des questions en ligne. Je ne sais pas si tu as... Allons-y. Face à un système des professionnels avec des algos, avec des équipes, avec bon, que peut faire le particulier là-dedans? Alors, je répète la question pour les gens qui sont en ligne. Donc, monsieur me demande que peut faire un particulier qui n'a pas forcément de formation de diplôme ou de formation avec un trader ou d'outils particuliers ou une équipe face à un marché où il y a effectivement beaucoup de choses qui vont se passer. La réponse, elle est simple. En fait, le marché, il est gros. Et donc là-dedans, il y a plein de façons de travailler qui sont différentes. Un particulier qui arrive ici et qui effectivement n'a ni formation, alors je vous rassure sur un élément, il y a plein de traders qui sont très bons, qui n'ont jamais eu de bac. Donc, ce n'est pas les études supérieures. Et moi, tout ce que j'ai appris, puisque j'ai fait... Alors, à l'époque, ça s'appelait un DESS, c'est pas un master, mais j'ai fait un bac plus 5 finance. Tout ce qu'on apprend là-dedans, des formules mathématiques, des options, etc., ça ne nous sert pas. Ou on va s'en souvenir un tout petit peu. Nous, quand on accueille... Non, mais je vous dis, quand on accueille des jeunes qui viennent, qui sont en Master 4, Master 5, ils n'ont jamais passé un ordre. Par contre, ils connaissent les formules de Black-Scholes, ils savent pricer des options, etc. C'est très bien. Ils n'ont jamais vu une réunion de banque centrale. J'espère que vous avez tous vu déjà une réunion de banque centrale. C'est très intéressant. Ils ont tous une chaîne YouTube. Donc, je vais montrer, si tu m'autorises, Raphaël. Alors, on va faire... Qu'est-ce que c'est que ça? Ainsi, on verra plus tard. Alors, ok. Voilà. Alors, je vais sur YouTube et je vais taper ECB. ECB pour European Central Bank. Voilà, ECB, European Central Bank. Essayez d'activer la question. Non, je n'ai pas de destination. Voilà. Donc, j'ai la chaîne de la Banque Centrale Européenne en accès libre pour tout le monde. Ici, vous avez donc le prochain qui va arriver, la prochaine réunion de la Banque Centrale, ça sera jeudi 14. Celle de la Fed, je vais vous montrer, hein, c'est la même chose, on va la voir juste après. Ça sera mercredi soir, le 13. Le taux qui a été décidé est annoncé. Et une demi-heure plus tard, vous avez la conférence de presse. Les 5 à 10 premières minutes qui vont se passer sont hyper intéressantes parce qu'elle va vous expliquer, je dis elle pour Madame Lagarde ou lui pour Monsieur Powell, ils vont vous expliquer ce qui se passe, pourquoi ils ont pris cette décision et ils vont vous expliquer ce qui se passe dans l'économie, quels sont les risques qu'ils sont en train de voir et pourquoi est-ce qu'ils vont avancer comme ça. Vous pouvez voir les réunions précédentes. Donc ici, vous avez celle du 26 octobre, par exemple, 14 septembre. Moi, je vous engage. Alors, vous avez un module pour traduction automatique parce qu'elle parle en anglais, mais vous pouvez mettre traduction en français automatique et comme ça, vous pouvez le regarder en français. Je vous engage à regarder les 5 ou 10 premières minutes de chacune des réunions parce que c'est très intéressant. Ça parle de ce qui nous concerne nous. Quand je dis nous, c'est est-ce que bientôt je vais pouvoir avoir à nouveau accès au crédit pour enfin acheter le petit appart à côté qui me plaît, mais celui qui est dans l'appart, il ne sait pas que personne n'achète en ce moment parce que les taux sont hauts. Moi, je sais que les taux vont baisser, donc je vais commencer ma dégo aujourd'hui avec lui en lui disant écoute, il n'y a personne qui achète chez toi, je te fais moins 20%. Tu n'es pas d'accord? Sache une chose, dans 15 jours, ma proposition, elle baisse de 2 000 €. Mais après, tu fais comme tu veux. Et après ça, vous partez et vous laissez faire. 15 jours après, il n'y aura pas d'acheteur parce que pour l'instant, les taux sont trop importants. Mais début d'année, comme vous savez que les taux vont baisser et que le business va repartir, là, vous commencez votre négo et commencez à signer chez le machin, à la banque. Et puis la banque, elle va souffler un peu parce que les taux vont baisser. Une fois qu'on annonce les baisses des taux, il faut attendre un petit mois. Vous retrouvez un petit peu d'énergie et là, vous pouvez faire des bonnes affaires.
Mais moi, je vous engage à regarder ça parce qu'elle va vous expliquer quand elle va vous voir baisser ses taux ou les monter et ce qui se passe sur le marché. Et au moment de la conférence de presse, eh ben, vous pouvez la regarder en direct. Et les élèves qui viennent en Master 4, Master 5, ils ne sont jamais allés sur YouTube pour regarder ECB. Ce que je trouve hallucinant, parce que c'est en accès libre. Alors, je vous mets, si vous mettez Fédéral Banque, voilà. Fédéral Banque Reserve, et ben on a la même chose. Très jolie chaîne YouTube. Merci Google. Et vous avez ici donc les précédentes réunions. Et vous aurez en dessous par là, vous aurez les diffusions en direct. Et vous aurez juste à cliquer dessus pour suivre la réunion. Et il n'y a pas trop de monde. L'économie n'intéresse pas trop les gens. Donc il n'y a pas trop de monde. Donc vous pouvez tranquillement regarder. Il n'y a pas de liste d'attente ou quoi que ce soit. Vous rentrez dessus et vous regardez la réunion. Et c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la réunion et puis, par exemple, de se mettre un graphique de l'euro-dollar et puis un graphique du S&P, voir un petit peu comment les marchés vont accueillir ce qu'il est en train de nous raconter. Ce sont des gens qui, donc pour Madame Lagarde, qui a été ministre des Finances, présidente du FMI, sont des gens qui n'ont pas forcément besoin d'assistance pour donner un discours ou une explication. Et pourtant, ils vont regarder un speech à la virgule près. Donc maintenant, ils n'ont plus de papier. Avant, ils avaient un papier, ils le lisaient. Maintenant, ils doivent avoir un prompteur. Donc elle parle, elle donne son prompteur. Le discours est analysé et toutes ces paroles sont analysées. Et vous allez voir que quand elle parle, les marchés bougent énormément. Donc moi, je vous engage à ne surtout pas être dans le marché quand il y a une conférence de banque centrale, quand on annonce un taux, mais au moins à regarder pour savoir un petit peu ce qui va nous arriver, en fait, tout simplement. Donc ça, vous l'avez sur YouTube. Vous avez un site qui est très bien, qui s'appelle Zero Hedge, pour l'actualité. Et ils ont, alors je ne sais pas où c'est, en fait, ils ont une chaîne Twitter. Ce n'est pas le site internet, moi, que je vais regarder. Alors, c'est un site en anglais, mais si vous êtes sur Google, vous voyez sur Google, là, en cliquant là-dessus, traduire la page, hop, ça passe en français, et il traduit de mieux en mieux, même si ce n'est pas toujours bien. Encore, de temps en temps, trader, il est traduit par commerçant. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le vrai mot en anglais. Hein, un trader, c'est un commerçant, hein, c'est un négociant. Mais vous avez la traduction du site internet. Voilà, ça, c'est inclus dans Google Chrome. C'est la petite astuce. Par contre, ce que j'avais tapé, c'était pas ça, c'était Twitter Zero Hedge. Voilà. Ah là là, heureusement que tu es là. Je te remercie, Raphaël. Alors, je ne suis pas inscrit, etc. Alors, ils ont une photo un peu spéciale, voilà, rien à voir avec moi. Hein. C'est un film qui s'appelle Fight Club avec comment il s'appelle Brad Pitt. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cette photo, mais bon, bref. Ils ont 1 700 000 abonnés, donc ils ont quand même du monde derrière. Et en fait, là-dessus, si jamais où il y a le marché qui bouge et vous ne savez pas pourquoi, eh bien, vous l'avez dans l'instant. Donc, ils ont un truc qui est vraiment très bien fait. Ils parlent que de news, voilà, donc ça n'a rien à voir avec la photo. Mais vous avez plein d'actualités. What did we miss? Vous avez plein d'actualités et si jamais il y a quelque chose qui se passe, eh bien, vous aurez tout de suite un petit texte qui sera comme ça, qui va vous expliquer pourquoi. Il y en a un deuxième qui s'appelle, qui est beaucoup plus, la photo est beaucoup plus intéressante. Enfin, un peu différente, c'est, on l'a pas là, donc ça va être Squawk Box. C'est ça. Alors, c'est pas CNBC. Je dois l'avoir là. Ah, il est 23, c'est bien, pression monte. Twitter, il est où le Twitter? Oui. C'est-à-dire? Ah non, j'ai pas fini de vous répondre, je vous ai pas répondu. Je vous ai pas répondu, vous avez raison. Parce que je suis parti dans les parties actualités. Je vous j'enverrai à Raphaël le lien de la Squawkbox sur Twitter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, sans diplôme, plein de choses, parce que la vie est belle. Voilà. Par contre, sans formation, c'est plus compliqué.
Mais avec un petit peu d'expérience, avec un peu de webinaire, académique, universitaire. Quelque chose un peu, enfin, ça, je dirais des gros. Voilà. En fait, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais les marchés financiers, il y a des règles à respecter. Et si vous ne les connaissez pas, comme dans n'importe quel jeu, vous n'y arriverez pas. Si ça répond à votre question. Maintenant, moi, je vous ai donné pas mal de règles et pas mal d'éléments. Non, mais il va vous envoyer il vous enverra la présentation. Surtout que la présentation que j'enverrai, du coup, on verra vraiment les chiffres. Il n'y aura pas le problème de logiciel. Après, c'est un métier et comme tout métier, en fait, ça nécessite de l'expérience. Et c'est pour ça que nous, on accompagne les gens sur la durée, parce qu'en fait, on ne peut pas, au bout de 5 semaines, changer ses habitudes, changer ses défauts, gérer ses émotions. On est obligé de travailler sur des choses répétitives, et ces choses répétitives, elles ne changeront qu'en faisant des exercices. Et donc, il faut que vous soyez accompagné pour pouvoir vous en sortir. Alors, accompagné parce qu'il y a plein de sites internet, il y a des Discord, il y a plein de choses, il y a plein de communautés, il n'y a pas que la nôtre, il y a plein de communautés qui sont vraiment intéressantes sur ça. Après, c'est sûr que quand vous apprenez un petit peu, vous commencez à faire du trading. Là, aujourd'hui, je vous ai dit, mettez un fichier Excel pour suivre sur une semaine. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui notaient. Pour moi, c'est une évidence. Mais c'est des choses qu'on se transmet. Il y a plein de gens qui viennent chez moi en formation qui font jamais ça. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui suit vraiment son activité comme il a envie de la faire, c'est-à-dire comme un complément de revenu ou comme une activité. Pas juste comme, tiens, je vais appuyer sur le bouton puis je vais voir ce qui se passe. Donc, évidemment qu'il faut une formation, évidemment qu'il faut comprendre les outils qu'on utilise. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que c'est que le rouge et le bleu et pourquoi est-ce qu'on va acheter ou pourquoi on va vendre? Eh bien, comment fonctionne une société de gestion? Je vous l'expliquais aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Vous avez sur les sites des banques centrales des vidéos qui vous expliquent comment fonctionne une banque centrale. Vous avez une chaîne sur YouTube qui est géniale sur la macroéconomie. Il y a 2 vidéos à regarder. Je vais vous montrer tout de suite. C'est un monsieur qui s'appelle Ray Dalio, que les gens doivent peut-être connaître parce qu'il est quasiment aussi connu que George Soros ou Ray Dalio. Voilà, c'est un gérant de portefeuille Wall Street qui gère énormément d'argent et qui s'amuse beaucoup en fait à expliquer l'économie. Et vous avez 2 vidéos à regarder pour moi chez lui. La première, c'est Ray Dalio, R-A-Y, plus loin D-A-L-I-O. Et donc, vous avez 2 vidéos vraiment à regarder. C'est comment fonctionne la machine économique. Alors, c'est marqué en anglais, mais il y a une version française. Je vais essayer de vous la trouver. Voilà. En fait, toute l'image est tout le temps en anglais, mais si vous regardez le commentaire en dessous, la mécanique de la machine économique en 30 minutes. Et je vous engage à la montrer à vos enfants. Moi, j'ai montré à mon fils de 13 ans et il a compris plein de trucs. C'est pourquoi est-ce qu'on vit à crédit? Qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Pourquoi est-ce qu'elle imprime? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Ce qu'on devrait apprendre à nos enfants, en fait. Et le deuxième élément qui est vraiment intéressant, je trouve, en ce moment, parce qu'il nous parle vraiment, c'est le nouvel ordre du monde. Alors, le nouvel ordre du monde, c'est celle qui est ici, mais que vous pouvez aussi retrouver si je vais dans les vidéos, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui dure un petit peu plus longtemps. Voilà. Attends, ça arrive. Je vais quelle heure. Ah, il est 28, on va pas tarder à... Voilà. Alors, celle-ci, malheureusement, elle est en anglais, mais vous pouvez mettre un traducteur automatique. J'essaie de la trouver pour voir combien de temps elle dure. Après ça, on va passer sur le carnet. Voilà, celle-là, elle est en anglais. Donc, Changing World Order, et elle dure, mon son est coupé, non, elle dure 43 minutes, oui, donc c'est celle que vous avez sur la page d'accueil. Et en fait, c'est celle que vous avez sur la page d'accueil, en fait. J'étais pas sûr, mais effectivement, c'est celle-ci. 43 minutes, là. Et en fait, ça va vous expliquer depuis 1600 et les Hollandais qui dominaient le monde grâce à la navigation, et après ça sont les Anglais, etc., ce qui est en train de se passer dans le monde.
et le bloc qui est en train de se former entre la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie, et les Indiens qui sont un peu au milieu neutre, la Chine qui commence à se dire ah, je vais pas me couper de tout le monde, donc on a eu une petite visite de Xi Jinping cette semaine-là, et puis les Américains qui étaient surdominants, qui ont donné beaucoup d'argent à d'autres pays comme la Chine pour construire pas cher, parce que tout le monde veut construire pas cher, mais les Hollandais ont fait la même erreur avec les Anglais à l'époque où les bateaux étaient moins chers à construire en Angleterre qu'en Hollande, et du coup les Anglais ils ont construit des bateaux, ils ont construit le Commonwealth, ils sont allés en Inde, ils ont pris le thé, etc. Donc en fait c'est comment est-ce qu'on fait, et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on investit tous où? En Inde. Donc, on va donner beaucoup d'argent aux Indiens qui, dans pas très longtemps, vont dominer le monde parce qu'ils auront justement… Ah, vous regardez, la stat vient de sortir et en fait, vous voyez, il n'y a que des unités. Et pour certains, il n'y a même pas. Voilà. Et vous avez les graphiques derrière, là. Hop, juste là. Ah, bah voilà. Je ne voyais pas, en fait. L'esprit d'équipe est important. Donc ici, pourquoi on ne joue jamais? Bah, regardez, nanosecondes. Le marché, il monte 4580, il monte à 4592 et il descend à 4566. Et on est toujours dans la première minute de la publication de la stat. Donc, c'est des choses que nous, on ne va jamais jouer. Maintenant, quelle est la stat qui est sortie? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien ou elle n'est pas bien? Voilà. Donc, je vais regarder là-dessus, il y a d'autres sites qui existent. Au revoir. Non, il n'y a pas de problème. Shabbat shalom. Alors, USD, on est création d'emploi, on en a un peu plus que prévu. Donc, création d'emploi, c'est plutôt positif. Et par contre, le taux de chômage est moins important que prévu. Donc, pourquoi? Donc, 3,7% au lieu de 3,9% attendu. Pourquoi ça fait baisser les marchés? Parce qu'en fait, l'économie américaine, elle fonctionne très bien avec des taux hauts. Donc, est-ce que finalement Powell va baisser les taux ou pas? On ne sait pas, parce que si le marché, si le chiffre était moins bon que prévu, il aurait été obligé de descendre ses taux. Mais là, on passe de 3,9 à 3,7% de taux de chômage. Donc finalement, la machine économique américaine ne perd pas des employés et fonctionne toujours aussi bien. Donc, il va falloir qu'il nous dise mercredi prochain ce qu'il a l'intention de faire. Et donc, ce chiffre, pourquoi est-ce que finalement, il est meilleur que prévu et qu'il fait baisser les marchés? Il est meilleur que prévu, puisqu'on a moins de chômage que prévu, mais il fait baisser les marchés parce que du coup, M. Powell se retrouve un petit peu de souplesse. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Sur les carnets, on revient sur des dizaines, là. Et ce qui va nous intéresser, c'est de regarder. Donc, il est où? Hop. Je vais le faire, ça va être plus simple. Voilà. On voit en fait ici un volume assez important. Le marché est descendu jusque-là. On voit un volume assez important. Voilà, on va juste passer un ordre pour vous faire plaisir. Donc, je suis rentré long sur le marché. Donc, j'ai acheté ici parce que j'ai un volume assez important ici. On ne va pas rester très longtemps dans le marché. Voilà, je veux bien qu'il y ait… Ouais, c'est une stat. Ce qui est important, c'est… Allez, hop. Voilà, on a fait notre petit spread pendant l'élément, pendant l'atelier. L'idée, en fait, c'est que le marché est descendu jusque-là, sans volume. Vous voyez qu'il n'y a rien là. Et tout d'un coup, le marché remonte. Et tout ici, en fait, on a une zone de volume qui peut être intéressante pour nous. C'est cette zone de volume, en fait, qu'on va surveiller et qui va nous permettre d'avoir des bons points d'entrée. Ici, vous avez graphique, donc 5 minutes et 1 minute. Et c'est les graphiques 1 minute sur lesquels on va se baser pour rentrer sur le marché. Mais le graphique 5 minutes, il va me dire quoi? Il va me donner la tendance de fond. Quand vous faites du trading, soit vous êtes long ou vous êtes short, mais est-ce que vous êtes dans le sens de la tendance ou est-ce que vous êtes à contre-tendance? Si vous êtes à contre-tendance, vous essayez de gagner quelques points, pas plus, puisque vous êtes contre-tendance. Si vous êtes dans la tendance, vous essayez de gagner un peu plus de points. Le contre-tendance, il sert à quoi? Il sert tout simplement, quand on arrive en fin de tendance, à essayer d'attraper le point haut pour avoir la descente ou le point bas pour avoir la remontée. Donc, on va alterner les façons de travailler entre le sens de la tendance et la contre-tendance. Si on arrive, donc long ou short, mais on va alterner ça. Est-ce que j'arrive dans une tendance long terme, enfin 5 minutes ou 10 minutes, ça me suffit? Est-ce que j'arrive à la fin et du coup je devrais avoir un retracement et c'est ça que je vais viser? Ou au contraire, j'ai l'impression que je suis au début de cette tendance et là je vais rester dans son sens pour l'emmener vers le haut.
Donc, c'est ces éléments-là qu'on va surveiller. Et vous voyez que, donc on est, ouais, c'est enregistré? Ouais. Donc, je pense qu'on vous verrez un petit peu les carnets juste avant l'apparition de la stat. Et vous avez vu qu'en fait, que ce soit l'euro-dollar ou le S&P 500, il y a énormément de mouvements à cet instant-là. Donc, surtout, ne jamais se mettre dans le marché quand il y a une stat, parce qu'on est quand même passé, si vous regardez bien là, encore une fois, on passe de 85 à presque à 80, allez, 12,50. On fait 7 points et demi, ça fait 30 ticks. On fait 7 points et demi avant d'aller dans l'autre sens. Donc, même si vous vous dites, tiens, je vais rentrer, allez, je fais un pari, je me mets short ici, je mets mon stop, bah, vous êtes stoppé. Et avec le slippage, c'est-à-dire, est-ce qu'en face de vous, au prix que vous avez déterminé, il y a quelqu'un qui va vous acheter ou vous vendre? C'est pas sûr. Et donc, vous allez perdre encore plus. Donc, il vaut mieux laisser passer l'orage, là. Je vais dire les fous, c'est pas forcément les fous, mais. Et puis, essayer de. Ouais, là, on a peut-être un retour de marché. Et revenir sur quelque chose de plus cohérent, c'est-à-dire une régularité dans les opérations que vous allez réaliser. Oui, parce que ceux qui sont comme nous, qui sont dit, allez, bon, 3,7, on fait quoi? Est-ce qu'on a trouvé un prix intéressant? On est bon, on est descendu à moins 0,28, mais est-ce que c'est un prix intéressant 4570 par rapport à la semaine prochaine? Je ne sais pas. Le produit qu'on est en train d'acheter, qui varie de 30 ou 40 points aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle, mais qui varie de 30 ou 40 points depuis quelques jours, bah, quand il arrive à 4565 ou 70, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour moi, par exemple, qui va acheter 500 lots ou 1000 lots et qui ne veut pas les rentrer et les sortir comme ça? Moi, je ne vais pas traiter à la minute, je vais traiter sur du plus long terme. Alors, quand je dis moi, c'est un opérateur. Nous, on va traiter avec 5, 10, 15 lots. On va s'arrêter là. C'est déjà bien. Et ça nous permet de ne pas forcément avoir besoin d'exécution partielle ou de choses comme ça, quoi. Et là, le marché revient. Donc, on va voir à 15h30 la séance, parce qu'on fera une petite séance tout à l'heure. Quels sont les impacts de ça et qu'est-ce que va décider M. Powell la semaine prochaine? Mais ça, on ne le sait pas. Donc, les opérateurs, est-ce qu'ils ont décidé que finalement, cette news qui était mauvaise, elle n'est pas si mauvaise que ça? Ben, on a bien l'effet de la news et puis là, la réflexion qui arrive après. Et c'est comme nous, hein, on a toujours la réaction avant la réflexion. Quand quelqu'un vous double, c'est tout de suite coup de klaxon, etc. Donc, c'est la réaction. Et quand on se garde sur le côté et que le mec, il fait 2 fois plus que vous, c'est la réflexion. J'aurais pas dû faire ça. Oui, ouais, il y a plusieurs niveaux. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ils vont regarder un petit peu l'intégralité des datas à l'intérieur. Oui, bien sûr. Donc après, bah là, le marché est un petit peu volatile. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire nous? Là, on ne fera pas grand-chose. On va laisser le marché se calmer et puis retrouver cette régularité, c'est-à-dire ces gros opérateurs qui viennent, est-ce qu'ils sont en train d'acheter avec un volume important? Donc, il faut monter, retracer un petit peu et on se mettra dans la tendance. Ou bien, est-ce qu'ils font descendre? Et donc, toujours être patient, c'est-à-dire attendre un retracement avant de rentrer. Donc là, typiquement, si on veut rentrer long, on commence à avoir un retracement. Je ne sais pas si on voit avec mon graphique. Donc là, on peut le retirer, là, il nous aura bien amusé. Ici, je vais grossir un peu les... Voilà. Donc on a quoi ici? Un marché qui descend, et puis ici, il remonte, et on a un petit retracement. Donc on aurait pu rentrer long ici, mais pas long ici, parce qu'on est trop tard. Plus rentrer long ici. Et je vais prendre cette décision en regardant un graphique, et puis en regardant surtout mon carnet. Et c'est dans mon carnet que je vais voir, à des endroits spécifiques, voilà, 73,25, qu'est-ce que j'ai à 73,25 dans cette zone-là? Ben là, j'ai une zone de volume. 73,25, il est là, un peu plus de volume ici. Et j'ai bien une zone de volume, donc des acheteurs qui sont revenus sur le marché. Donc le marché qui redescend à 73,25 et qui repart, bah forcément, ça me fait un peu plus de volume. Donc en analysant ce qui va se passer avec des stratégies simples d'étude du carnet, c'est-à-dire le volume entrant, sortant et puis la somme, on va regarder aussi les phases d'accélération. Est-ce que le marché va vite ou va pas vite? Il faut faire attention quand il y a des algos, c'est que souvent, ils vont accélérer le marché jusqu'à un niveau et ils arrêtent d'un coup. Et vous dites, ah, ça va casser, ça va passer. Mais non, ils arrêtent d'un coup parce qu'ils vous ont fait croire parce que ça va vite. Donc la vitesse, ça ne veut pas dire qu'il y a de la puissance. Ça veut juste dire qu'ils veulent vite emmener là et après ça. Donc il y a des petites stratégies comme ça à faire. Et du coup, bah, en fait, on va travailler, nous, aller sur 1 heure de temps, on va faire 6, 8 et 10 ordres. Ça va nous faire, je sais pas, on va faire une trentaine, quarantaine de ticks. Et puis, bah, en fonction du nombre de lots qu'on a, bah, ça nous suffit en fait, et on s'arrête là.
Et ça nous suffit, ça nous fait une bonne journée, ça nous fait un bon fichier Excel, on ne va pas passer 8 heures dessus. Et pendant 8 heures, on va se dire, je repasse un ordre, je repasse pas un ordre. Les trades d'ennui, alors bien sûr, si je vois une opportunité, un truc comme ça, un petit peu plus tard, je ne suis pas exempt de remettre un petit lot, mais ma période, je suis de 7h à 21h devant un ordinateur et je dois passer des ordres et je lâche pas le truc, elle est passée, elle est finie. Et maintenant, en dilettante, en construisant quelque chose de concret, en dilettante, c'est-à-dire 1 heure par jour, ça me suffit, 1h30 maximum, je vais être bien concentré, j'aurai des bonnes opportunités, j'aurai une bonne vision des choses, et ça me suffit pour construire un capital qui va faire, je sais pas, entre 500, 1000, 1500 balles par jour. Et voilà, au fur et à mesure, et de temps en temps, j'ai une journée de perte. Cette journée de perte, c'est pas grave, dans ma semaine, ma journée, en fait, elle est contrebalancée par les journées de gain. Donc, on n'a pas raison tous les jours. Il y a des jours où on perd, mais ces journées-là, il faut bien les maîtriser. Et puis après, nous, on va se servir du carnet d'ordre parce que lui, il va nous donner des bons points d'entrée. Et donc, c'est en analysant le carnet avec, regardez, 81,50, il a du mal à le passer, vous avez un petit peu de volume ici, en fait, qui arrive. Donc, on a bien, puisqu'ils sont gros, ils ne peuvent pas se montrer. Vous voyez qu'on a quand même que 50 lots ici, 50-60. Si je vous rafraîchis, on a vu qu'à ce niveau-là, on avait du volume à 81. Regardez, j'ai 40 ou 50 lots à chaque fois. Hein. Je ne dépasse pas les centaines. Hein. Je suis déjà à 135 ici, on va voir un petit peu comment ça se passe. Si s'en va. Voilà, là j'ai 40-50 lots, j'en ai 360. Donc pour l'instant, ils réfléchissent encore un petit peu. Et dans cette zone, j'ai un petit peu de volume qui va se former. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils reviennent un petit peu? Est-ce que je peux prendre un short ou pas? Là, on pourrait tenter un petit short, prendre 3-4 ticks, mais on est contre-tendance. Donc comme je suis contre-tendance, je prends 3-4 ticks et je m'en vais. Si je suis dans le sens de la tendance, là pour le coup, si le marché redescend un peu, là je peux tenter un achat et essayer d'avoir un point d'entrée qui est un petit peu plus optimisé parce que j'ai vu du volume rentrer et qu'en fait, qu'est-ce qui se passe sur le graphique? C'est ce qui se passe sur le carnet. Pourquoi j'ai un point sur un graphique? C'est parce que j'ai un gars qui a acheté dans le carnet. Et donc, c'est l'accumulation de ces… Là, on est à 500 lots, 540, 500, j'ai toujours que 500 lots. Hein. 600, allez, 650, j'ai toujours 25, 30, je suis à 850 lots. Donc, celui qui achète ou qui vend à ce niveau-là, ils se cachent. Ils sont tous en train de se cacher. Et du coup, on les voit, voilà. On va arriver presque à 1000 lots. Et pourtant, j'ai que 50 lots ici, c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se montrer. Ce que je vous ai expliqué au début. Comme ils ne peuvent pas se montrer, en fait, ils vont jouer. On est déjà à 1000 lots sur le 83,50. Comme ils n'ont pas le droit de se montrer, ils vont se cacher. Ils vont envoyer des algos qui vont passer des ordres rapidement sur un même niveau. Mais quand l'ordre va passer rapidement, c'est pas qu'il essaie de nous avoir nous. C'est juste que s'il achète 2000 lots à ce prix-là, il ne veut pas marquer 2000 à ce prix-là. Là. Il veut marquer 50, et dès que les 50 sont pris, il remet 50. Mais il ne va pas mettre 50 à chaque fois parce que les autres vont le voir. Le petit jeu des algos entre eux. Donc, il va mettre 47, 38. Et à chaque fois, il va morceler d'une façon différente. Aléatoire, comprise entre deux bornes. Entre 30 et 50 à chaque fois, par exemple. Et aléatoire entre 30 et 50. Et ça, on voit. Donc, voilà. Et donc, nous, notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché. Donc, maintenant, vous avez compris pas mal de choses. Les opérateurs, qu'est-ce que c'est qu'un courtier? Pourquoi est-ce qu'il achète pour son client? Les courtiers comme WH, je ne sais pas si vous avez de l'instit, des clients instit, ils vous donnent une plateforme où vous pouvez intervenir. Un fonds jusqu'à 500 millions d'euros, vous n'avez pas besoin d'un courtier. Après, quand on commence à avoir, quand je dis un fonds total, parce que vous n'allez pas mettre 500 millions d'euros sur les futurs, vous allez avoir toute une ligne. Mais après ça, vous avez un courtier en direct et vous lui dites, tiens, alors maintenant le téléphone, c'est peut-être un peu dépassé, système de messagerie, des choses comme ça, mais voilà, achète-moi 2000 lots, tu as une demi-heure. Hop, tac, j'ai mon ordre, alors il va falloir que je fasse mon ordre. Je ne peux pas lui mettre les 2000 lots, donc il va falloir que je les achète. Mais je fais gaffe parce que si j'achète à 84,50, 1000 à 84,50 ou à 83,50, ça fait 50 000 de différence. Parce que c'est 50 € par point. Quand j'achète 1000 lots à 50 €, ça fait 50 000. Si mon cours moyen d'achat, alors 1000 lots, c'est beaucoup, hein, c'est 1000 fois 230, c'est 230 000 $ un contrat S&P, hein, faut pas l'oublier. Hein. Vous avez du déposit, mais la valeur faciale de ça, c'est ça. Donc 1000 lots, donc ça fait 230 millions. Donc 1000 lots que j'achète ici, si je les achète et que je donne à mon client, je lui dis j'ai acheté à 83, et qu'à côté, il y a le gars, il a dit moi j'ai acheté à 82, les 1000 aussi. Parce qu'il a peut-être donné 1000 à moi et 1000 à un concurrent. Si lui, il a acheté à 82, il lui a fait économiser 50 000 $. Alors que moi, je lui ai coûté 50 000 $ de plus. Ou inversement, j'ai peut-être eu un tick de mieux que lui.
Donc, c'est la guerre à je dois acheter une marchandise et j'ai un temps donné et je me dépêche, mais je dois quand même maîtriser le produit que je suis en train d'acheter. Et c'est ça qui se passe sur le marché, en fait. Après, pourquoi ces gros, ils interviennent et ils viennent agir? C'est de la macroéconomie, c'est-à-dire les banques centrales, les statistiques économiques, la configuration. N'oubliez pas aussi un élément important, c'est qu'on est sur un marché financier qui anticipe. Les gérants de portefeuille, ils sont là parce qu'ils veulent acheter un produit pas cher à un moment où tout le monde est dans le trouble. Le marché, il a commencé à rebondir en octobre 2022, où c'était la catastrophe, et dans les journaux, on voyait la récession, machin, etc. Moi, quand je vois des trucs catastrophiques, je rigole. Parce que ce qui va me parler, enfin, je rigole, ce qui va me parler, ça fait pas rigoler, mais on va nous annoncer peut-être, aller au mois de février ou mars, que le 13e trimestre en Europe, il était négatif, et le 4e aussi. On était en récession, mais c'est trop tard. Le marché, il est déjà rebondi. Quand vous voulez acheter quelque chose qui vous intéresse, il faut l'acheter avec un bon prix, en ayant confiance. Et après ça, il va s'apprécier. Et si vous voulez être le premier à l'acheter pas cher, il faut l'acheter au moment où tout le monde pense que c'est difficile. Il y a un gérant de portefeuille des années 60-70 qui disait, quand je rentre dans un taxi et que le chauffeur de taxi commence à me parler des marchés financiers où il faut que j'achète, je vends tout. Voilà. Parce que quand les particuliers arrivent, ils disent, c'est ce qu'on a vu dans les médias et c'est génial. Ben, lui, il dit, c'est bon, je suis arrivé au maximum. Je vais rater 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Et une fois que ça sera bien tombé, eh ben, il va racheter et puis on verra plus tard. Donc voilà. Donc en fait, il faut essayer d'avoir une stratégie, d'avoir certains éléments. Et le carnet d'ordre, en fait, nous, alors là, c'est une stat, donc c'est un peu exceptionnel, mais il va nous donner des bons points d'entrée. Parce qu'on va voir à quel niveau est-ce que le marché commence à s'arrêter. Ça va nous permettre d'avoir des stops assez courts, parce qu'on prend 10 ticks, c'est quand même beaucoup, mais finalement, quand on regarde un graphique 10 ticks, voilà, ça va de là à là. Hein. Le marché, il bouge beaucoup plus, surtout aujourd'hui. Mais ça va nous permettre, en fait, d'avoir des bons points d'entrée pour essayer d'avoir le moins possible de stops touchés. Et quand le marché va dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va accompagner la position. Voilà. Bonjour. Ah, donc, c'est tous ces éléments en fait qu'on va regarder ensemble. Et voilà, bien réfléchir, les quartiers de la journée, est-ce qu'on est plus dans les hauts, dans les bas, où est-ce qu'on se situe? C'est ça qui nous aide à se dire, je vais favoriser l'achat, favoriser les ventes. Et puis après ça, le carnet va nous dire, là, c'est maintenant que tu rentres. Et à ce moment-là, on va rentrer à cet endroit-là. On se trompe, hein, on prend des stops, hein, comme tout le monde, mais il ne faut pas emmagasiner les positions. De temps en temps, les gens, ils achètent, ça ne va pas dans leur sens, ils rachètent, ça ne va pas dans leur sens, parce que ça leur fait un cours moyen de mieux en mieux, sauf que ça, c'est la fin. C'est que vous allez avoir une très belle grosse position négative qui va continuer à tomber. Et en général, c'est quand vous la soldez que le marché repart. Donc, une position, un stop, on s'arrête là et c'est parfait. Et après ça, essayez de trouver, il y a des petites astuces. Quand vous êtes rentré et vous vous faites stopper, vous essayez d'avoir un meilleur point d'entrée. Il y a des gens qui s'entêtent. Vous allez rentrer, ça n'a pas marché, je suis sûr que ça marche, et vous rentrez au même prix. Ah non, vous rentrez pas au même prix, vous essayez d'avoir un meilleur prix. Donc c'est là où la patience est importante aussi. Alors quand on se demande s'il y a un complot contre soi, c'est qu'on n'a pas vu où est le marché. Ouais, c'est la fin. Ouais. Mais après, ça fait partie du métier de prendre des stops. C'est pour ça que c'est important. Ce qui est important, c'est votre gestion des risques, donc des gains. C'est de ne pas laisser un stop tout seul, mais de l'accompagner, au moins de le mettre un break-even plus 1, quoi. Peu importe votre objectif, d'essayer de l'accompagner un petit peu pour banquer un peu, et puis de partir sur une organisation à la semaine. Essayez juste ça. Un petit fichier Excel, qu'est-ce que j'ai gagné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une semaine, c'est pas trop difficile. C'est comme quand moi je fais un régime. Ça fait longtemps que je dois faire un régime. Je me dis, allez, je fais un régime jusqu'à vendredi. Si je me dis, allez, je pars 3 mois et je vais perdre 10 kilos, ça marche pas. Mais par contre, si je fais un régime jusqu'à vendredi, lundi, mardi, mercredi, je tourne le rond, puis le vendredi, je monte sur la balance. Ah tiens, j'ai marché, ça m'encourage et je recommence. Donc les objectifs court terme, ça marche bien. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Je sais pas si... Ta position à l'achat, tu aurais pu la garder. J'aurais pu la garder, effectivement. Mais comme on était dans une stat et que je m'interdis de travailler dans des stats, mais ouais, effectivement. Hein. Moi, j'ai une question quand vous dites sur la j'attends ça en fait, j'attends que ça bouge dans tous les sens et après ça, ça revient dans un marché plus classique. Alors ici, c'est là, je dirais, 4-5 minutes.
On aurait pu peut-être garder la pause, ou en tout cas, j'aurais travaillé un peu ce retour. Mais après, si l'ASA ne fait pas bouger le marché, vous pouvez retourner dessus. Si ça bouge un tout petit peu et que ça apporte de la volatilité, c'est sympa aussi. Mais là, bon, voilà, on sait qu'un non-farm payroll, surtout en ce moment, c'est pas joué, quoi. Et après, bah, là, on peut regarder, on peut essayer de rentrer en 85. 84, 75, 85, ouais. Allez, je sens que ça vous fait plaisir. Et du coup, je vais mettre un stop un petit peu en dessous et puis on va voir. Hein. Moi, je vais suivre la position de Raphaël, c'est lui qui m'a conseillé d'acheter. Et s'il y a un gain, bah, je vais le garder. Et puis s'il y a une perte, bah, écoute, ça coûtera un sandwich. Je vais vendre en même temps pour me couvrir. Voilà. Après ça, bah, voilà, le marché il commence à nous donner un petit peu raison. Voilà, il commence à nous donner raison. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, le stop, on peut le remonter un tout petit peu. Voilà, le stop, c'est pas tout à fait ce stop-là qu'on aurait pris. Il faut lui laisser un petit peu d'espace quand même à ce marché. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et on a acheté un tout petit peu cher. Voilà, l'idée c'était plus bah, là où on est stop, hein, 84,75, 85,50, c'était les bons points d'entrée. Là, ça se bataille un peu. Ouais, c'est une des solutions. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ce volume-là, c'est une opposition entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est du qui achète ou qui vend. Il a de la quantité, ils ont tous les deux de la quantité, donc ils s'échangent. Et il y en a un qui est prêt à vendre jusqu'à un certain prix, puis il arrête. Il y en a un qui est prêt à acheter jusqu'à un certain prix, il arrête. Donc, ils font cette espèce de petit ascenseur. Bah, voilà, là déjà, on a une opportunité qui est gratuite. Pourquoi je dis gratuite? Parce que j'ai mis mon stop pour break-even plus 1. Donc, si je mets un take profit, je m'arrête là, et ben je fais, je sais pas, il n'y a pas les plus-values là-dessus. Si je fais un take profit, je m'arrête là, mais je veux peut-être que le marché aille plus haut. Donc, j'ai deux solutions. Non, ça, c'est juste les prix. J'ai deux solutions. Là, de toutes les façons, je ne perds pas. Peu importe ce qui se passe, mon trade, il est gagnant. J'ai deux solutions. Soit j'attends un petit peu et je laisse aller parce que j'ai l'impression ou j'ai envie qu'il aille beaucoup plus haut. Soit je me dis, bah, tiens, je fais 8 ticks. 8 ticks à de l'eau, ça fait 200 balles. Donc, je fais mes 200 balles et puis j'attends une prochaine opportunité. Mais là, le marché est bien monté. Peut-être qu'il est arrivé à son… Ouais, à voir. Hein. Si tout à l'heure, j'ai eu la station et qu'elle est à 4006, ça aurait été dommage de couper. Voilà. Bah, il monte un peu. Alors, par contre, on est d'accord qu'on est là pour faire un peu de sous, pour banquer. Donc, on va quand même déplacer un petit peu notre stop. Et puis, j'aimerais bien qu'il passe cette zone-là. Voilà, les 88, ce serait bien. 88. Donc, on lui laisse un peu d'espace, mais pas trop. Et dans le pire des cas, allez, on va faire 4. Dans le pire des cas, je gagne un point. C'est 5, là, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, j'ai mis 5. Voilà, bon, bah, on a fait 150 balles. Mais à vous de vous dire, au moment où vous faites votre trade, est-ce que je veux faire un petit peu, parce que je ne sais pas où ça va aller, ou est-ce que je pense qu'on est dans une tendance, et donc j'ai pris un retracement et je suis bien dans le sens, et à ce moment-là, je laisse un petit peu plus d'espace pour… voilà. Il y a une petite astuce aussi que je donne aux gens, juste lâcher la souris. Vous êtes en position, vous avez votre stop, ça ne sert à rien d'avoir la main sur la souris. Quand vous avez la main sur la souris, vous êtes tout le temps en train de bouger les trucs, vous voulez repasser un ordre, etc. Et en fait, il n'y a pas de réflexion particulière quand on a sa main dans la souris. Donc, moi, il y a certains élèves que je fais lever. Donc, ils se mettent debout derrière l'ordinateur et puis ils regardent, comme ça, ils ne peuvent pas toucher la souris. Et surtout, quand vous êtes debout, bah, vous avez une vue différente de votre graphique. Là, j'ai une vue différente de mon graphique que d'ici. Bah, là, je vois qu'effectivement, il y a peut-être ça qui va se passer, etc. Donc, ça vous donne un point de vue différent. Et après, moi, j'ai toujours deux horizons de temps. Je trouve que c'est plus agréable parce qu'il y a un horizon de temps trading tout de suite pour rentrer la position et puis un autre pour me dire est-ce que je suis en tendance haussière, en tendance baissière, où est-ce que je vais aller, quoi. Donc, le point d'entrée, c'est vraiment le carnet d'ordre qui va me le donner. Là, on a trouvé un point d'entrée qui était pas mal. On avait dit qu'à plus 84,75, on est rentré à 85,25 ou 50. Mais voilà, ce point d'entrée, il est pas mal. Cette zone-là, en fait, elle est très bien. Est-ce que je vais travailler dans cette zone? Comment est-ce que je vais travailler cette zone? Et puis après, bah, on a pas mal d'échanges de volume ici. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Je ne sais pas. Si on revient ici dans le 84,50, bah, je peux retenter un achat avec un stop un petit peu spécifique. Et puis, est-ce que ça marche? Tant mieux. C'est toujours la probabilité. Hein. Si ça fonctionne, c'est-à-dire si enfin on arrive là-haut et le 88 est sauté, eh ben, j'aurai un beau trade. Et puis, si le 88 ne saute pas et que je reste à 87, si je suis rentré à 84, ben, je sors à 87. Et même si après, et c'est là où je vous dis, c'est important la satisfaction, si après vous rentrez 84, vous sortez 87 et le marché monte à 4006, mais c'est pas grave. Il ne faut pas vous en vouloir. De toutes les façons, le trade parfait, il n'existe pas.
Donc, vous avez fait un certain montant, selon votre stratégie, je suis rentré à un niveau, je suis sorti à un niveau, et c'est ça mon travail. C'est pas faire de l'argent, c'est faire des trades. C'est ça la différence en fait. Faut pas penser à l'argent, faut juste penser à est-ce que là c'est un bon point d'entrée. Voilà, moi je trouve que c'est un bon point d'entrée. Après, le graphique me dit bon, ils ont fait descendre le marché, ils ont un petit peu tout racheté. Bon, bah, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça attendra peut-être plus 15h30. Mais est-ce que là c'est un bon point d'entrée? Pourquoi pas? Est-ce qu'il me ramène un petit peu là-haut? Bah, s'il arrive à 86, 87, bah, ça me fait 2-3 points, c'est pas mal. Et puis, bah, voilà, si je fais 150, 200, 3-4 fois, bah, ça me fait un petit montant sympa. Je le mets dans un fichier Excel et je l'arrête. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 500 balles. Hier, j'ai fait 600. Demain, j'ai perdu 400. Bah, j'ai une bonne balance, en fait. Donc, c'est tout cet ensemble. Il n'y a pas que le trading, le scalping, je rentre vite et je sors vite. Il y a le fait, une fois que vous êtes bien rentré parce que vous êtes servi d'un outil qui vous paraît intéressant, qui vous donne en fait des bons résultats, bah, que derrière, vous allez gérer votre position et vous allez voir où est-ce qu'elle vous emmène. Et Take Profit, bon, nous, on n'est pas sorti avec un Take Profit, hein, on est sorti avec un stop. Donc, je laisse le stop, comme ça, je laisse un peu au marché le droit, s'il a envie, de me donner un peu plus. Il est sympa, je laisse travailler. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions particulières. En plus, je ne sais pas si tu as des questions sur le. Puis Raphaël, il me regarde, il me fait non, moi, ça va. Normalement, il donne les questions du chat. Et après, il y a plein de plateformes qui existent. Donc, le DOM, Depth of Market, donc le carnet d'ordre, il existe sur plein de plateformes différentes. Ce n'est pas la plateforme qui va vous donner un DOM particulier. Voilà, il y en a plein. Il y en a sur Nano. Atas est disponible aussi chez WH. Donc, voilà, ces plateformes, elles sont disponibles. Petite question. Ah. Quel est ton avis sur l'intelligence artificielle et le carnet d'ordre? Ah ah. Eh ben écoute, je suis bientôt à la retraite. Et voilà, j'ai pas d'avis particulier. En fait, je pense que l'intelligence artificielle est sortie il n'y a pas très longtemps au grand public avec ChatGPT, etc. Mais qu'elle existe depuis longtemps sur les marchés financiers parce que c'est quand même un domaine où il y a énormément d'argent, donc énormément de recherche et développement. Et cette intelligence artificielle, je dirais, entre guillemets, je dirais malheureusement, ils vont peut-être tous la fabriquer de la même façon. Donc, elle va peut-être réfléchir de la même façon, même si elle est artificielle. Enfin, même si elle est intelligence artificielle. Après, nous, on a quand même un élément qui nous sauve, entre guillemets, c'est qu'en dehors des périodes où il y a des algos, parce qu'on est avant une banque centrale, etc., on a un marché où il y a 150 milliards, 150 000 milliards qui sont des sociétés de gestion qui sont là pour investir de l'argent de retraite, de tout ce que vous voulez, d'assurance vie sur les marchés et qui font donc bouger les marchés quand ils rentrent et quand ils sortent. Et puis, bah, vous avez des algos qui vont jouer. Donc, quand eux, ils arrivent sur le marché, bah, que l'intelligence artificielle soit là ou pas, si BlackRock a besoin de mettre 50 milliards sur le marché, il faut qu'ils les mettent. Donc, ils emmèneront le marché à la hausse ou à la baisse. Donc, en fait, oui, il y a des choses autour. Comme je vous dis, les salles de marché se vident, mais elles se vident parce que les market makers, c'est plus des humains, c'est des algos. Parce que bah, faire une fourchette, c'est pas difficile. C'était un peu plus chiant à l'époque, mais voilà, je me mets à l'achat sur 3 lignes ici, 3 lignes ici. Il y a un mouvement de marché, j'ai pas eu le temps de le voir, etc. L'humain, il est un peu plus lent. L'algo, il va faire, tiens, ça marche pas, je mets un petit programme derrière, et ben, le market maker, il va pouvoir se déplacer un peu plus vite, aller un peu plus rapidement, etc. Donc oui, sur ces fonctions, entre guillemets, support, ces autres métiers de la finance, bien sûr, nous, on reste quand même sur une partie d'investissement qui est la base, c'est on a des gros qui viennent acheter parce qu'ils ont de l'argent qui est à gérer, parce que c'est la retraite de la population, parce que c'est des fonds de pension, parce que c'est des assurances vie, de l'assurance, de la banque, plein de choses, quoi. Donc, j'ai pas d'avis particulier. Je serais curieux de voir ça fonctionner. J'ai rencontré, j'ai un copain qui bosse à la BNP, là, juste à côté, en Cointe. La Maison Dorée, ouais. Ouais, ils sont au début, ouais. C'est ça, voilà, exactement. Donc, je trouve ça intéressant, amusant en tout cas de travailler d'une autre façon, mais il y a plein de métiers en fait sur la finance, ça en fait partie, donc c'est un nouveau métier. Et... J'ai écouté une conférence à l'Université
intéressant, justement, sur l'IA en intervenant en bourse. Alors, le conférencier, il a insisté sur le fait que finalement, donc, l'IA, elle apporte pas grand-chose, si ce n'est l'apprentissage. Enfin, il y a un auto-apprentissage de ce qu'il faut faire, donc de la gestion des paramètres qui entrent dans l'algo. Mais bon, donc c'est limité. Hein. Et un particulier, il peut presque faire de l'IA, hein, parce que si un particulier sait donc apprendre d'un jour à l'autre, etc., ce qu'il faut faire, il fait de l'intelligence artificielle, d'une part. Et d'autre part, moi, je me souviens depuis longtemps avoir, enfin, lu en partie Kaufman. Je me rapproche pour le micro. Les algorithmes, les programmes auto-adaptatifs, c'est ça, non, l'auto-adaptatif? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Après, c'est vieux, ça, c'est un truc qui… Après, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'on lui donne des paramètres oui, qui vont lui permettre de réfléchir, mais après ça, il va réfléchir par lui-même, c'est-à-dire s'adapter par rapport aux autres. Les programmes auto-adaptatifs d'antan, ben, c'était bien ça, hein, simplement ça. Le système, il regarde le résultat et donc il modifie les paramètres pour optimiser. Alors, le choix de l'optimisation, c'est encore autre chose. Mais bon, enfin, ce qu'on appelle la variable économique, hein, c'est autre chose. Mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Et je ne pense pas qu'on puisse en attendre beaucoup plus que ce qu'on en attendait il y a 10-20 ans. Ouais. Après, c'est sûr que ça change. Mais ça va plus vite maintenant. Maintenant, c'est… Oui, ça va plus vite. Après, ça change peut-être un peu le fonctionnement des marchés ou des choses comme ça. Mais après, on reste quand même sur… ça reste du mathématique, mais on reste quand même sur un marché où si jamais on descend de moins 1%, bah, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter parce que cette marchandise, elle est plutôt intéressante. Donc, on a quand même des principes de base qui restent en place, je pense. Bien, 15 heures. Parfait, pile poil, magnifique. Merci à vous.